Tout le monde l'appelle Raël, j'ai jamais entendu personne l'appeler Claude. C'est le dernier des prophètes. Il le dit ? Ah mais complètement, je suis le demi-frère de Jésus, le demi-frère de tous les prophètes. Alors les Elohim ressemblaient, soi-disant, à des hommes de petite taille, pas très grands, avec des longs cheveux noirs et des yeux en amande. J'ai vu des scènes où j'étais enfant et j'aurais pas dû les voir ces scènes. Est-ce que tu devais coucher qu'avec lui ? Sur Terre, oui. T'étais à sa merci, quoi. J'étais son esclave. Il explique aux parents qu'il faut apprendre aux enfants à se masturber. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, le thème, ça va être les sectes et notamment la secte raélienne, le mouvement raélien dont Lydia Adjara faisait partie. C'était l'esclave sexuelle du gourou Raël. Elle a sorti un livre où elle raconte tout son calvaire, son parcours. Elle a fait quasiment plus de 20 ans à l'intérieur de cette secte. Elle a passé plus de 20 ans à côté de Raël et à voir justement beaucoup de choses et voulait raconter, expliquer comment elle s'est laissée embrigader, comment elle n'a pas vu certaines choses, comment aujourd'hui ça lui semble évident. Et voulait expliquer et surtout prévenir pour tout le monde, si jamais un jour vous étiez contacté par des mouvements sectaires, essayer de comprendre la façon de faire. C'est un peu le but de Lydia aujourd'hui. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux, toutes les semaines, mercredi, vendredi et dimanche. Je vous mets une vidéo, une interview, un documentaire sur Légende. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, prenez 30 secondes, ça nous aide vraiment beaucoup. À chaque fois que vous cliquez sur vous abonner, ça fait une personne de plus. Et plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités très différents, plus on peut toucher tout le monde. Donc voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé, à réagir aussi. Je sais que les invités souvent regardent les commentaires après les émissions, donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas à mettre la petite cloche et à liker la vidéo aussi pour être au courant de la prochaine vidéo grâce à la petite cloche. Et puis sur les podcasts audio, on est dispo sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast. On vous met toutes les interviews en audio que vous pouvez écouter comme ça quand vous êtes au volant, vous pouvez écouter le soir ou au boulot. En tout cas, voilà, merci d'être là et c'est parti avec Lydia qui était l'esclave et l'esclave sexuelle de Raël sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Lydia. J'étais l'esclave de Raël dans la secte du mouvement raélien. Pour Légende. Voilà, bienvenue Lydia. Merci de venir raconter. Je sais que c'est pas facile et que tu as pas encore fait d'émission aussi longue. On va raconter tout ton parcours. Tu étais dans la secte justement donc raélienne de Raël. J'étais son esclave. Tu l'expliques, hein, son esclave sexuel. Tu racontes ça. Tu as sorti un livre où tu racontes tout ça. On va essayer d'en raconter une partie pour essayer de comprendre le parcours et surtout comprendre comment tu es arrivé là, comment tu en es arrivé là, parce que tu es rentré quand tu avais 4 ans, via ta maman qui est toujours d'ailleurs raélienne. Je vous mets le livre, voilà, il s'affiche à l'image si vous voulez cliquer sous la vidéo, dans la description, si vous voulez le chercher, vous pouvez le retrouver là-bas ou dans la description des podcasts audio, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Tu es rentré à l'âge de 4 ans, tu disais. C'est ta mère qui t'a emmené, en fait, finalement, dans la secte et tu l'as suivie normalement. Comme une enfant de 4 ans suivrait sa maman de partout, en fait. Tu réfléchis, j'avais même pas conscience de ce que c'était à 4 ans. Elle a eu les livres, la révélation, et elle m'a emmenée avec elle. Ça a commencé comme ça. C'est considéré comme une secte, on peut le dire. Oui. Secte. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur Netflix, j'ai vu sur lui. Est-ce que tu l'as vu, le documentaire ? Oui, je l'ai vu. Je l'ai détesté. Le documentaire ? Ouais, j'ai trouvé ça... Alors, tout ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est vrai, tu vois. Sauf que... Quand on regarde sur le documentaire, on a l'impression qu'il est gentil, qu'ils sont gentils. C'est vrai qu'ils sont gentils. Mais t'as l'impression que c'est des hippies un peu tordus, quoi. Mais c'est beaucoup plus vicieux que ça. On parlait dans le bureau avant et ce qui ressortait un peu, c'est que tu te demandais comment tu avais pu te faire avoir. Parce que tu disais, pourtant je le savais inconsciemment, ça qui est fou. On va réexpliquer si vous ne savez pas qui est Raël, juste en 2-3 mots. C'est un homme qui a essayé de faire qui a fait plusieurs métiers avant, qui a chanté, qui a fait d'ailleurs une sorte de télécrochet de l'époque, qui a gagné ce télécrochet, mais qui n'a pas eu une grande carrière de chanteur. Ensuite, qui est devenu journaliste, qui est devenu pilote auto aussi. Il a eu plusieurs échecs. Et un jour, il dit qu'il a croisé les Elohim, les extraterrestres, avec une soucoupe volante dans un plateau montagneux, on va dire. Et les gens vont commencer à le suivre et il va expliquer que les extraterrestres lui ont parlé en français, qu'ils parlent toutes les langues du monde et qu'ils veulent créer une ambassade. En gros, une ambassade à 165 millions de francs, je crois, à l'époque. Il y a une maquette carrément qui fait une maquette. Il présente la maquette. Il en parle à la télévision. Et il y a de plus en plus de gens qui y vont. Je crois, sans dire de bêtises, je crois que c'était à peu près 100 000 personnes à un moment donné pendant le documentaire. Il a cité ce chiffre-là. Tu penses que ça, c'est un chiffre qui était réel ? Toi, quand tu voyais les gens, il y avait vraiment beaucoup de monde ? Il y a beaucoup de monde, mais tu sais, quand tu passes du temps avec beaucoup de gens, t'as l'impression qu'il y en a plus que la réalité.
Et après, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mouvement, qui partent du mouvement, qui reviennent dans le mouvement, qui repartent du mouvement, qui démissionnent. C'est toujours aléatoire. Donc, en moyenne, oui, il a peut-être pu toucher 100 000 personnes. Mais en concret, il n'y en a pas 100 000 actifs. Je n'ai pas les preuves de ça, mais j'en suis persuadée. C'est fou. Toi, tu as fait de 4 ans à tes 15 ans. Tu as eu une pause, on va réexpliquer après ton parcours. Le principe, c'est de refaire la vie de l'invité. Et tu vas y retourner à tes 18 ans. Et tu vas y rester cette fois-ci jusqu'à tes 25 ans, donc en plusieurs étapes. On va juste reprendre, en tout cas maintenant qu'on a expliqué. Il s'appelle Claude Vorillon. Est-ce que tu as des nouvelles de Raël, justement? Non. Il habite au Japon, il est encore en vie. Oui. Après, j'ai pas de nouvelles directes, bien évidemment. Après, ouais, il est encore en vie, il vit sa best life, comme disent les jeunes. Mais il est entouré de belles femmes, comme dans le documentaire que tu as regardé, tu vois. De belles femmes, il a pas de problème d'argent, il a pas... Il y a un gros rapport au sexe. On voit chez les Raéliens, on voit dans le documentaire, alors je ne sais pas ce qui est exactement comme ça, si c'est pire encore en vrai ou quoi. J'ai juste vu ce documentaire-là. Tout le monde se met nu, toutes les femmes autour de lui sont parfois nues, etc. Il y a un rapport à la nudité. Pourquoi tout le monde est nu comme ça? Alors, parce que dans les écrits de Raël et dans son discours, et c'est important d'être en accord avec soi-même, de s'accepter et d'être complètement libre de tout tabou. Donc forcément, d'être une belle femme, de le montrer, et surtout de se montrer à lui. À quoi ressemblaient, juste pour réexpliquer bien le contexte, après on va parler de ton parcours à toi, mais à quoi ressemblaient les Elohim, les extraterrestres qu'il disait avoir rencontrés? Alors les Elohim ressemblaient, soi-disant, à des hommes de petite taille, pas très grands, avec des longs cheveux noirs et des yeux en amande. Voilà, ça ressemble à un Eloah. L'Eloah, c'est le singulier d'Elohim, qui en hébreu veut dire ceux qui nous ont créés sur terre. Voilà. Il a pris l'étoile le logo, le pendentif raélien. Là, voilà, il y a une photo qui s'affiche à l'image. Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est l'étoile de David avec à l'intérieur la svastika. Donc, à la base, la svastika est un symbole positif, à la base. Et pour lui, c'est l'emblème des Raéliens. C'est comme ça, il faut le porter, il faut le montrer, et c'est comme ça qu'on se reconnaît entre Raéliens. Qui est l'inverse de... En fait, c'est la croix gammée retournée. Exactement, tout à fait. C'est ça. Mais tu crois qu'il jouait de ça? Mais bien sûr. Ça le faisait marrer de se Mais dire bien ça. sûr, et puis plus c'est gros, plus ça va faire parler, plus il va y aller à fond, il adore ça. Il se présente comment? Comme un prophète, lui? Oui, c'est le dernier des prophètes. Il le dit? Ah, mais complètement. Je suis le demi-frère de Jésus, le demi-frère de tous les prophètes, de Moïse, de Mahomet, c'est leur demi-frère. Ils ont le même papa, qui est Dieu. Et lui, il dit qu'il les a rencontrés? Oui, alors dans l'un de ses livres, il explique que les Elohim sont venus le chercher sur la terre, qu'il est monté dans une soucoupe volante. Dans cette soucoupe, il a été le fait d'en parler, c'est très particulier. Il a été sur la planète des Elohim et il a fait un repas avec ses demi-frères. Il dit qu'il a parlé à tous ces prophètes. Ah oui, il leur a parlé, il a partagé un bon repas, du bon vin, des belles femmes. Quel est son rôle d'après lui? Il explique son rôle. C'est de sauver l'humanité. C'est de sauver l'humanité parce qu'on est en train de se détruire. Et c'est de préparer le peuple à accueillir les Elohim en paix. Sur cette fameuse ambassade. Et dernière question, avant vraiment de parler de ton cas, mais financièrement, comment ça fonctionne rapidement, hein, parce que le but c'est de parler de toi et pas de Marie-Laure, mais pour comprendre. Pour comprendre, les adeptes ont un travail dans leur vie et ils donnent 10% de leur salaire à l'année à Raël. Donc ça c'est voilà. Et après, ils ont aussi le droit de donner des enveloppes. Alors les 10% c'est pour la création de l'ambassade, c'est pour accueillir les extraterrestres et puis pour aider un peu le prophète. Et après ils peuvent leur donner des enveloppes. En plus, pour lui, pour son plaisir. Toi, t'en voyais passer parce que tu es devenue sa plus proche. Hein. J'étais l'une des proches. Ouais, j'ai vu à des stages des panières entières avec des enveloppes où les gens donnaient des enveloppes et puis des fois, il autorisait à ce que les gens lui donnent les enveloppes en face de lui. Donc j'ai vu beaucoup d'enveloppes avec beaucoup d'argent. Je l'ai vu. C'est incroyable. Et donc, tu dis que c'est pour construire l'ambassade. Ces dons-là, ça fait... on est en 2025, il n'y a toujours pas d'ambassade? Non, et puis je pense qu'elle verra jamais le jour. Alors, je pense qu'il est tellement intelligent qu'il a fait des comptes séparés. Il y a le compte... Il n'y a rien à lui. Tout est au mouvement raélien.
Donc voilà, et puis après, ces enveloppes, c'est pas besoin de le déclarer. Tu penses qu'il y en a encore qui donnent aujourd'hui ? Oui, ah, mais complètement. Je pense qu'il y a des gens qui pour aujourd'hui, sont comme moi j'étais avant. Il est pour ces gens leur raison de vivre. Donc forcément, il faut que le prophète... Et puis tu te rends compte, dans leur tête, c'est le demi-frère de Jésus. C'est le mec qui va sauver le monde. Il est parole d'amour. Donc ouais, ils vont tout faire pour qu'il ait un train de vie qui soit bien, quoi. Donc oui, ils donnent. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas plus facile d'y croire finalement, il y avait pas de téléphone portable, il y avait un peu moins d'informations, il y avait moins de technologie militaire. Donc on te disait qu'il y avait des ovnis à la télé. Il y avait en plus pas mal d'ovnis à cette période-là. Il y a carrément un bureau de la gendarmerie qui recherchait des ovnis, pas forcément extraterrestres, mais en tout cas des objets volants. Est-ce que c'est pas plus facile d'y croire qu'aujourd'hui finalement Alors honnêtement, et ça m'appartient, je pense que pas forcément. C'était peut-être plus facile dans le sens où il y avait moins d'informations. Mais aujourd'hui, le monde, il a évolué d'une manière différente. Et je pense, comme je te disais tout à l'heure, qu'il apporte une chose, quelque chose que le monde n'a pas. Et surtout, maintenant, tu peux aller sur Internet, il y en a 10 qui ont vu des ovnis, qui sont pas forcément raéliens, il y a plein de théorèmes, il y a plein de trucs. C'est pas plus facile avant que maintenant. Qu'est-ce qu'il apporte qu'on n'a pas dans la société ? Ou dont on peut un peu manquer au quotidien ? La bienveillance, du non-jugement, de la non-violence. Si tu écoutes ces principes au quotidien, tu vis bien, tu prends soin de toi, tu fais de la méditation, tu ne juges pas les gens, tu es personne pour juger. C'est plein d'amour et c'est plein de bienveillance. Il y a pas de... Tu verras pas un raélien critiquer un autre raélien. Tu vois, ça, c'est pas concevable. Tu le penses très fort, mais tu le dis pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu le penses très Personne fort. va se critiquer à l'intérieur. Ah non. Non. Ah, t'es merveilleuse toute la journée. C'est vrai. T'es magnifique. Ça doit pas être désagréable, ça, non, qu'on te dise que t'es génial. Mais c'est ça le truc, c'est que mais c'est c'est ça le truc. Et puis tu sais, il y a aussi plein d'hommes ou de femmes qui, dans la vie normale, ont une sexualité qui est compliquée et qui arrivent dans un endroit où c'est plus facile. Tu vois, il y a Pourquoi ? de ça Parce aussi. que le sexe est plus... au-delà d'être nu, il y a plus de sexe à l'intérieur ? Oui. Alors, pas dans les salles communes. J'ai vu des soirées sensuelles où on te bande les yeux et puis t'as tout un parcours à faire avec des plumes sur le corps, où on te touche, tout ça, tu vois. Mais on va pas voir des gens fourniquer vraiment, tu vois. Ouais. Voilà. C'est pas un club libertin. Non, c'est pas un club libertin. Par contre, dans le privé, c'est ouvert. Tu sais, à l'époque, on avait des bracelets pour dire si on était homosexuel, si on était hétérosexuel, si on était à la recherche de quelque chose de sexuel, si on voulait rien, par couleur, en fait. Tout était codifié. Comme ça, on perdait pas notre temps. Ah, waouh. Bah oui. Donc c'est quand même plus libéré qu'à l'extérieur. Bah complètement. Alors à l'époque, ça pour le coup, avant, je pense que c'était vraiment beaucoup plus libéré. Et pas libéré, mais assumé. Tu vois ? Parce que les gens, je pense que la sexualité a toujours été un peu partout, mais cachée. Et là, t'arrives dans un mouvement à l'époque où c'est assumé. Non. Tu dis, merde, ça m'ouvre les portes d'un truc qu'il n'y a pas dans la vie. Là, c'est la liberté. Aujourd'hui, la libération de la sexualité, elle existe vraiment, donc on arrive plus à en parler. Donc, il y a des endroits où ça va être libéré, tu vois. Mais vraiment, dans le mouvement, c'est... Ouais, pour moi, ça tournait autour de ça, quoi. Toute la journée, c'était des accolades, si on t'embrasse, c'est... Tu vois, c'est... Tu te dis pas bonjour en faisant la bise, quoi. Ah ouais. Ah, ça se prend dans les bras. Ouais, ça se touche, c'est... tu vois. c'est ouf, hein. Mais... Excuse-moi, je le dis avec beaucoup j'ai l'impression d'être un peu... Ça me fait rire, tout ça. C'est pas ça. C'est ma manière à moi de... Ouais, d'exorciser le truc. Ouais, tu vois, de prendre une certaine distance. Tu te demandes, toi, parfois, comment t'as pu... Ah, mais tous les jours, c'est ça qui est dur. C'est dur parce que, en fait, tu sais, quand tu vas expliquer à quelqu'un que tu t'es fait violer, mais que t'as dit oui, que t'as pas dit non, que tu t'es pas débattu, que tu t'as pas dit arrête, que tu t'es pas laissé le droit de faire ça, les gens disent tu t'es pas fait violer. Ah oui. T'avais qu'à partir. T'avais qu'à dire non. Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu dire non, c'est une réalité. Mais dans ma tête, je pouvais pas dire non.
J'ai vu un homme qui apparaît dans le documentaire. Très rapidement, il y a un tout petit extrait d'une émission avec Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi, qui arrive sur le plateau et qui se jette un peu vers... Et là, Christophe de Chavannes fait barrière. Et il dit, à un moment donné, j'ai carrément partagé ma femme avec d'autres membres parce qu'il fallait le faire. Ça, c'est des trucs que toi, t'as vu, genre... Les gens, je sais très bien qui c'est cet homme et je sais très bien qui c'est cette femme. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu les connaissais eux-mêmes. Je les connaissais. Mais c'est même pas pour parler de ton casse, monsieur. Oui, mais bien sûr, mais oui, moi j'ai vu des scènes où j'étais enfant et j'aurais pas dû les voir, ces scènes. En fait, il y a un moment où il y avait des cours. Des cours des stages d'éveil. Donc là, on t'apprend à t'éveiller dans la vie, à parler aux arbres, quoi. Et on t'apprend... Sorte de cours de religion. Ouais, pas forcément de la religion, mais surtout, tu sais, en ce moment, il y a tout un truc sur des coachs de vie. Et à l'époque, c'était pas trop ça, tu vois. Donc moi, j'appelle ça maintenant des stages de coach de vie. C'est un mélange de méditation. Ouais, méditation, prends soin de toi, mange bien, fume pas, n'aie pas d'excès, nanana, tu vois. On te dit pas ce que tu dois faire, on te conseille. Okay. Une fois, je suis un peu gamine, enfant même. Et je passe devant ce qu'on appelait l'Olympe, c'était là où se passaient ces cours. Et je vois un espèce de glory hall, tu sais ce que c'est ? C'est un mur avec des trous. Okay, qu'il y a dans les clubs libertins. Voilà, pour pas voir qui y a derrière, en gros, exactement. Et tu passes ton sexe, en gros, ça. En gros, c'est ça. Et j'ai vu des gens que je connaissais à l'époque qui sentaient le sexe avec les yeux bandés pour reconnaître si c'était le sexe de leur compagnon ou pas. Et j'ai vu des hommes laisser partir leur femme avec d'autres hommes. Je savais, et ça se sentait, moi j'ai cette capacité de sentir le truc, tu vois, qu'ils étaient pas bien avec l'idée. Mais, il faut être ouvert d'esprit. La jalousie n'existe pas. Moi, tu vois, je ne sais pas ce que c'est le sentiment de jalousie. Il disait que la jalousie n'existait pas ? Non, c'est pas bon. En fait, si, ça existe. Mais, c'est pas bien. Pourquoi je vais être jaloux si je t'aime ? Tu dois être heureux. Tu dois être heureux avec ou sans moi, avec quelqu'un d'autre ou avec moi. Tu dois être heureux. Tu m'appartiens pas. Et la jalousie, c'est un mauvais sentiment. Et moi, je sais que... j'ai eu des relations avec des garçons dans ma vie qui m'ont trompée. J'ai jamais fait de crise de folie, quoi. Tu vois ? Ok ? C'est ma normalité. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que l'Éden ? Tu dis que ta maman va lire les livres, découverts donc par une amie, et qu'elle va appeler le numéro de téléphone qui est à l'arrière, et ils vont l'inviter à l'Éden. Qu'est-ce que c'est que l'Éden ? Alors, l'Éden, c'est un camping dans le sud de la France, que le mouvement raélien avait acheté, où se passaient tous nos séminaires raéliens là-bas. C'est un peu le QG ? C'est ça, c'était le QG français de l'époque du mouvement raélien. Quand Raël était encore en France, ouais, bien sûr. Ouais. Donc les vacances au mois d'août, c'était 15 jours de stage de raélien. Ok. Donc vous êtes invité là-bas gratuitement ou... Non ? Excuse-moi, il n'y a rien de gratuit. Ah oui ? Il y a juste l'air qui est gratuit. Ah oui, tu payes un camping, quoi. Tu payes un camping, tu payes ton emplacement. Voilà. Tu donnes ta cotisation pour le mouvement raélien. Donc les 10%, tu les donnes là-bas ? Voilà, tu les donnes là-bas, tu donnes ta cotisation au mouvement raélien, tout est payant. Il doit y avoir un cash énorme. Alors, à Eden, j'étais trop petite pour m'en rappeler. Mais il y a toujours eu du cash, ouais. Mais ça, rien que les enveloppes dans des panières. C'est quoi les premiers souvenirs que t'as quand t'arrives là-bas ? Premier souvenir que j'ai, c'est que je suis en vacances avec les copains. C'est plutôt positif, ouais, quand t'es c'est hyper petite. Et puis en plus, tu sais quoi, Eden, c'était super beau, hein. Il y avait une rivière, il avait une bâtisse en pierre qui était magnifique, une piscine. C'était idyllique. Tu vois, c'était beau et puis tout le monde est gentil. Imagine, Guillaume, t'arrives dans un endroit où t'as 4 ans et tout le monde est gentil. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tout le monde est... Mais quand je te dis que tout le monde est gentil, faut toujours trop se méfier quand on est trop gentil. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a toujours un truc. Et il faut, ouais. Le monde est gris, donc. Voilà, ouais. Quand c'est trop beau, n'y allez pas. Et donc tu vas pendant des années, juste pendant les vacances d'été au départ avec ta mère. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça commence, entre guillemets. Alors ça commence, on fait les stages donc d'été, puis quand on revient chez nous dans notre ville, les week-ends, il y a certains week-ends dans le mois avec des réunions raéliennes, et puis à l'époque, il y avait des diffusions dans la rue, donc on était dans la rue avec des tracts raéliens et on diffusait aux gens, tu vois.
Est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître un Raélien dans la rue? Parce qu'on peut peut-être en croiser tous les jours. Ah, mais c'est sûr. Alors déjà, s'il a son symbole, hein, normalement, un bon Raélien doit l'afficher. Parce que Raël avait dit qu'il fallait vraiment s'assumer en tant que Raélien. Donc son symbole. Et puis après, s'il n'a pas son symbole, dans son discours. Je pense que si quelqu'un vous encense trop rapidement, par exemple, vous trouve trop beau, trop génial tout de suite. Si tout de suite, qu'est-ce que tu penses de la vie ailleurs, sans dire que t'es Raélien, tu vois. Il va pas forcément assumer tout de suite sa parole de Raélien, mais il va t'emmener gentiment. Ton père, dans tout ça, on parle beaucoup de ta maman, qui va lire le livre, qui va rentrer à l'Éden, qui va y aller petit à petit, qui va renforcer ton papa. Est-ce qu'il vous suit? Alors non, mon papa, il pense que c'est une lubie, que ça va lui passer. Et je pense qu'il a accepté beaucoup de choses pour éviter qu'elle se tape la tête contre les murs, en fait. Parce que nous, moi, je l'ai vu se taper la tête contre les murs parce qu'on lui disait non. Il y avait celle qu'elle était à la maison et celle qu'elle était devant les gens. Ça, c'était dur. Ça, c'est dur. Donc, c'est-à-dire que ton père y croit pas, mais il vous accompagne à Éden? Je crois que je l'ai vu une fois là-bas. Mais il s'est dit, c'est pas... Ouais, c'était pas son délire. Et puis, je pense que vraiment, il s'est toujours dit, ça va passer. Ça va lui passer. Les Raéliens, ils ont une vie classique à l'extérieur, ils vont travailler, ils bossent, ou comment ça se passe? Un Raélien, il a son travail. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il donne de l'argent. Donc il va à son travail, il va au sport, il a des amis, il a une vie. S'il te parle pas qu'il est Raélien, s'il a pas le symbole sur lui, tu sais pas qu'il est Raélien. Il a une vie normale. Mais ses week-ends, certains week-ends dans le mois, certaines dates dans l'année, les stages raéliens, eh ben, il y va, quoi. Il y a la cérémonie de la transmission cellulaire. C'est comme ça qu'on dit, non? La transmission du plan cellulaire. La transmission du plan cellulaire. Ça, c'est quand vous devenez Raélien. Donc, moi, je l'ai faite, j'avais 13 ans. Une sorte de baptême, en fait. C'est ça. Moi, j'avais 13 ans et tu peux faire ça 4 fois dans l'année, à 4 dates précises. Et moi, je l'avais fait le 6 août. Et donc, en fait, c'est un guide, parce que Raël n'était pas là. Il m'a mis une main sur la nuque, une main sur le front, avec de l'eau. Par ce biais-là, il a envoyé mon code génétique aux Elohim. Là, je reconnais que ce sont les Elohim, parce qu'à la fin de cet acte, il me dit « Les Elohim t'ont reconnu ». Et grâce à ce biais-là, ils pourront me recréer en laboratoire par le système du clonage quand je serai décédée, si je mérite la vie éternelle. Oui. Non, mais il n'y a pas de... Non, mais même moi... Je te vois... Même moi, en le disant, tu sais, il y a un truc, Guillaume, qui est... C'est mon histoire, c'est ma vie. Mais des fois, là, depuis que je la raconte, en parlant, je me rends compte. Ah oui, c'est vrai. En parlant, je me rends compte. Je m'entends et je me dis, putain, tu vois. Et c'est toujours un peu des claques. Mais ça va en gère. Ouais, mais tu évolues. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il faut que je passe par là. Dans le bon sens. Mais ouais, complètement. Après, là, je suis forte. Donc c'est positif. Ouais, mais pour moi, c'est hyper positif. Ah oui. Et c'est pas parce que c'est douloureux que c'est pas positif. J'aurais pu te poser la question à la fin de l'émission plus tôt, mais est-ce que parfois tu as peur quand tu parles de Raël, de ce que tu as vécu? Est-ce que tu as peur de tomber sur des fanatiques encore et qui pourraient être dangereux? J'ai peur de 2 choses. La première, Raël n'ira jamais dire ou faire en sorte d'avoir un mot qui soit violent. De lui, j'ai pas peur. Mais un Raélien fanatique, même si Raël va dire que c'est la non-violence, je pense qu'il pourrait me faire du mal. Vraiment. Eux, ils sont persuadés que non. Eux, ils vont dire, mais non, nous, on n'est pas violents, on n'est pas comme ça. C'est vrai, ils en sont intimement convaincus. Mais je pense que si demain je croise un Raélien dans la rue qui est un petit peu trop perché, je vais passer un sale quart d'heure. Oui, t'as pas vu de violence, c'est pas forcément le truc qui caractérise. Mais pas du tout, il y en a pas. C'est plus de violence psychologique. Ouais, mais c'est ça. Mais même, c'est tellement insidieux. Mais même psychologiquement, on m'a jamais crié dessus, moi, dans le mouvement. On m'a jamais disputé. On m'a fait des remarques. On m'a donné des conseils. Il y a Sylvie, qui est une ex-membre du mouvement, qui a déclaré, j'ai regardé un peu les reportages et les articles, etc., qu'en 2017, la fortune de Raël s'élevait à 25 millions de dollars environ. Ça te semble crédible? Complètement. Ah mais oui. J'aurais même pensé même plus. Tu sais, quand il y a des gens qui gagnent tellement bien leur vie et qui, à l'année, donnent 500 000, 600 000 euros, une seule personne. Et en plus, à l'époque, je me souviens, je sais pas maintenant, mais à l'époque, il y avait un classement. Le top 10. Le top 10.
Donc le mec qui te donnait le plus... Et tout le monde venait se faire applaudir. Exactement. Ouais. Tu sais, tu mets bien le prophète, quoi. Merci, merci, merci pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai entendu cette phrase? Merci Lydia Amour pour tout ce que tu fais. Merci quoi? Lydia Amour. Ouais. Lydia Amour. Et après, j'avais un deuxième prénom. C'était Aïcha. AI pour intelligence artificielle. Et Chat parce qu'il trouvait que je retombais toujours sur mes pattes. Donc c'est lui qui t'a renommé Aïcha? Est-ce qu'il y a des interdits dans la communauté? Pas d'excès. Il est interdit d'avoir des excès et de se détruire. Pas de drogue. Tu peux boire de l'alcool, mais pas t'enivrer. On va te déconseiller de manger du foie gras parce que c'est pas bon. Mais pas d'excès. Et il est interdit de dénigrer le Raël. Il est interdit de le dénigrer. Tu peux pas. Mais on va pas te dire que c'est interdit, mais tu sais que c'est interdit. Est-ce qu'il y a des punitions? Alors tu oui, respectes pas. Bien sûr, il y a des punitions. Alors si tu as fauté, tu peux rétrograder dans ton grade dans la structure. Voilà. Ou tu peux. Moi, j'ai fauté parce que j'ai pas été à une réunion sur les 2. Donc j'ai été mise en bout de table. Ah là là. Est-ce que tu peux expliquer les grades? J'ai vu qu'il y avait plume dorée, ange. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, dans le mouvement raélien, il y a 2 structures. Une structure qui est ouverte aux hommes et aux femmes, et une structure qui est ouverte qu'aux femmes. Donc la structure qui est ouverte aux hommes et aux femmes, c'est des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ensuite, guide niveau 4, guide niveau 5, donc évêque et Raël. Ça, c'est ton implication dans la structure. Tout ce que tu vas faire pour parler du mouvement raélien et amener des adeptes. Ok. Ton implication, le fait de faire des conférences, d'aller diffuser, ça, ok. Après, il y a une structure qui est ouverte uniquement aux femmes, l'ordre des anges, avec un système de plumes et un système de cordons. Donc il y a les plumes blanches, 1 plume, 2 plumes, 3 plumes, 5 plumes, 6 plumes. 6 plumes, c'est la plus grande. C'est les filles lambda, et c'est pareil, c'est selon leur implication, ok. Après, il y a les plumes blanches, cordons dorés. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire clair. Les cordons dorés, généralement, ce sont les plus jolies femmes, aux yeux de Raël. C'est celles qui vont le servir. C'est celles qui vont être proches de lui. Et c'est celles qui vont avoir des relations sexuelles avec lui s'il le souhaite, mais qui peuvent également avoir des relations sexuelles avec tout le monde, des hommes comme des femmes. Et après, il y a les plumes roses, cordons dorés. C'est ce que moi j'étais. Donc une élue des Elohim. Je n'avais le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec lui et les Elohim quand ils viendront sur Terre. Et ça te faisait pas peur de coucher avec des extraterrestres, de te dire, tiens... Ah bah non, c'était des êtres humains. Dans ma tête, c'était des êtres humains. Et puis en plus, c'est des gens qui ont 25 000 ans d'avance sur nous, qui sont pleins d'amour. C'est ce qu'il t'a dit, ça? C'est ce qu'il nous dit à tous. Ils sont pleins d'amour, ils sont pas dans le jugement, ils sont loin de nous, tellement psychologiquement, ils sont intelligents. Et Cordon Doré, j'étais à son service. Je lui faisais à manger, je lui repassais son linge, je lui faisais son ménage. Oh là là. J'étais à sa disposition. Il fallait qu'il sache où j'étais et qu'il puisse me joindre quand il le souhaite. T'étais à sa merci, quoi. J'étais son esclave. Putain, c'est fou. Ah, c'était par niveau. C'était par niveau. Et qui choisissait? Il y avait des comités pour faire oui, monter, c'est ça? Alors, il y avait une responsable planétaire des ordres des anges, qui, elle, était en direct avec Raël, qui n'était pas plume rose, mais plume blanche, cordon doré. Et donc, elle disait, bah voilà, elle s'est impliquée pour telle chose, elle plus que ça. Et c'était pareil dans la structure, pour les hommes et les femmes. Et après, voilà, tu évolues en grade. Il faut pas parler à l'extérieur du mouvement raélien. Tu dis, à l'école, avec les copains, etc., que tu ne parlais pas de tout ça? Non. Ben, j'ai compris très tôt que j'avais 2 vies dans ma vie. Et j'ai compris très tôt que même si on m'interdisait rien, je savais que ça pouvait être pas bien. Je l'assumais pas, hein. J'avais honte de penser ça. Mais je savais que si j'en parlais, ça allait être pire que ce que je pouvais déjà vivre. De me partager entre 2 mondes. Le monde de ma réalité à moi et le monde de la réalité humaine. Tu disais que donc c'était quand tu avais 8 ans, tu vois, en 90 exactement, c'est là que tu vois des gens renifler des séries, tu vois des trucs que tu n'aurais pas dû voir en tant qu'enfant. Ça les dérangeait pas qu'il y ait des enfants, ou c'est parce que tu as pu rentrer dans une pièce pour bien comprendre? Alors là, pour le coup, c'était vraiment pas prévu que je sois là, et j'avais vraiment vu ça en passant, que je me suis arrêtée et que j'ai ouvert, quoi. Quand il faisait ça, il n'y avait pas d'enfants.
Quand il faisait ça, il n'y avait pas d'enfant. Vraiment, c'est moi qui suis arrivée au mauvais moment, au mauvais endroit. Après, et là, c'était à la vue de tout le monde tout nu, à la rigueur, ça, hein, c'est pas grave. Mais quand ça s'embrasse très fort, ça se touche très fort. Là, à l'époque, maintenant je pense que ça a évolué, mais à l'époque, ça ne posait pas de problème qu'on soit là. Parce que tu disais qu'il y avait un rapport un peu bizarre avec les enfants et qu'ils demandaient de faire des choses, notamment sur les premières fois avec les enfants, etc. Dans le livre de Qui dit la vérité, donc le livre de Raël, il explique aux parents qu'il faut apprendre aux enfants à se masturber. C'est le devoir d'un parent. Comme ça, le parent n'a pas... l'enfant n'a pas de tabou avec la sexualité. Et quand à Éden, il y avait un livre, on appelait ça l'Apocalypse. C'était une revue raélienne, tu vois, l'Apocalypse, qu'on achetait, hein, qu'on se faisait tourner. Et je me souviens d'un article... Oh, c'est marrant, je me souviens d'un article où un père disait « Ma fille, nanana, je fais ça à ma fille. J'ai appris ça à ma fille. » Oh, pardon, j'avais oublié. Putain, c'est fou, ça. Il y a des trucs qui reviennent comme ça en parlant. C'est quand tu as 9 ans que tu vas voir pour la première fois, enfin, tu vas avoir un contact avec Raël, parce que tu vas l'apercevoir, mais tu vas pas avoir de contact avec lui. Qu'est-ce qui va se passer, ton premier contact? Donc, on est à l'Éden, l'endroit que je te décrivais tout à l'heure, au camping. Avec la piscine et la maison en pierre. Et la rivière. Voilà. Et donc, je suis au bord de la piscine, et puis je le vois de loin, et j'ai vu Mickey, quoi. Tu sais, un enfant qui voit Mickey, tu vois. Non, mais c'est... Parce qu'on t'en parle tellement que tu le vois. Ouais. Je le vois, et puis j'ai des yeux comme quand ton enfant, il voit Mickey, ou son fan de dessin animé, tu vois. Et il arrive vers moi, et il me dit « Ça va, Lydia ?» Je lui dis « Oui, Raël. » Il me dit « T'es très belle, tu ressembles à un Eloa. » Parce que j'avais les longs cheveux noirs et des yeux en amande. Tu l'appelles Raël, tu l'appelles pas Claude? Non. Tous les gens l'appellent Raël. Tout le monde l'appelle Raël, j'ai jamais entendu personne l'appeler Claude. Je pense que j'ai mis longtemps à savoir qu'il s'appelait Claude, d'ailleurs. Tu vois, parce que moi, comme je suis née dedans, j'ai mis longtemps à savoir qu'il s'appelait Claude. Et il me dit « Oui, tu ressembles à un Eloa, t'es très très belle et tout. » Je dis « Merci beaucoup. » Il me dit « On va être amenés à se revoir. Quand on sera grand, quand tu seras grande, on passera du temps ensemble. » Merci, Raël. Et il repart. Mon premier contact avec lui. Il y a 10 ans, donc 1 an plus tard, il va te demander un truc étonnant, il va te demander de goûter son plat. Oui, c'était un repas, c'était un spectacle, parce que les Raéliens, ils adorent l'art. L'art, il y avait toujours des spectacles le soir à Éden. Et je suis à côté de lui, et c'était pendant ces stages-là, il y avait une journée de jeûne. En fait, c'est un mélange. Tu vois, tu dis ils adorent l'art, c'est bien d'aimer l'art. En fait, tu dis, c'est ça qui est assez intéressant quand on t'entend parler, c'est que c'est un mélange de choses qui sont bien. Mais oui. C'est pour attirer. Mais tu bien dis sûr. Tiens, il y a de la bienveillance, bah c'est bien. Bah oui. De pas faire trop d'excès, c'est bien. Mais oui. Du coup, il y a un fond. Le fond, il est pas mauvais. Qui est mi-bien, mi-mauvais, quoi. Mais c'est ça. Mais il y a aussi des choses bien. Mais c'est ça. C'est pour comprendre le psychisme aussi, comment tu peux être attiré, comment des centaines de milliers de personnes, et il faut pas qu'il y ait de jugement, c'est trop facile de dire, ils sont tombés. Non, c'est de comprendre comment ça fonctionne, c'est ça qui est... Je t'assure que tu passes 24 heures avec eux, t'es bien. Mais vraiment. Pour en revenir à ce que je disais, donc... Pendant ces stages raéliens, il y avait une journée de jeûne, donc on mangeait pas. Moi, j'étais petite, je le faisais pas, on mangeait pas, et on se parlait pas entre nous. Et le soir, tout le monde cassait le jeûne ensemble. Okay. Alors il y avait des grandes chaises, tout le monde était assis, et sur ta chaise, tu avais une assiette avec un taboulet, une pomme, tu vois. Et Raël, j'étais assise à côté de lui, donc lui, il y avait une table, et il m'a dit, bah tiens, goûte. Il me dit, comme ça, si je dois mourir, tu mourras avant moi. Mais j'ai 10 ans. Je comprends pas. Et après, quand je suis devenue plus morose, là, j'ai compris pourquoi je goûtais ces plats. Donc il y avait quelqu'un qui l'empoisonnait. Ouais. Il avait peur de ça? Oui, il avait peur. Mais c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui goûtait ces plats. Hein. J'étais pas la seule, hein, attention. Hein. Ah ouais, Est-ce que c'est pas plus pour faire un mythe en plus, non? Non, je pense qu'il a réellement peur qu'on lui veuille qu'on lui veuille du mal. Ouais. Tu sais, quand tu sais que tu fais du mal, au fond de toi, tu crains. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a une phrase de mafieux qui dit quand tu prends une balle, tu sais toujours pourquoi. Mais oui. Alors, ça peut arriver, évidemment, mais oui. Dans le sens où c'est que tu sais que tu as fait quelque chose avant qui aurait pu t'amener. Si t'es droit dans tes bottes, tu penses pas qu'on t'empoisonne, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, regarde, je m'expose, je raconte ma vie. J'ai pas peur. Mais je t'assure,
On me croit, tant mieux, on me croit pas, on va dire que on va dire que je suis une menteuse. Ils vont tous dire, les Raéliens, mais c'est une mythomane, Lydia, elle a menti toute sa vie. Et puis ce qu'il a fait avec moi, il l'a pas fait avec d'autres femmes. Et ce qu'il a fait avec d'autres femmes, il l'a pas fait avec moi. C'est pas grave. Il y a une seule photo de toi avec lui. C'est la seule photo que tu as gardée parce que le reste des photos, c'était ta maman, génitrice, comme tu veux, qui les a gardées. Comme tu n'as pas de nouvelles, tu les as pas. On pourrait expliquer, mais il y a une seule photo, on peut te voir. Ouais. Il n'y a pas de vidéo aussi de... Il doit y en avoir sur YouTube. Tu sais, à l'époque, on faisait des petits clips avec les Raéliens et je tournais dedans, quoi. Et ils sont sur YouTube. Est-ce qu'à la grande époque, pour toi, là-bas, l'époque où tu étais le plus à fond dans ce mouvement, t'aurais pu être vraiment prête à mourir? Oui, bah oui, complètement. Mais je t'assure, Guillaume, mais vraiment. Tu sais, dans les stages, nous, les anges, on était devant Raël pour 2 raisons. La première, c'est que s'il doit se faire tuer, ils auront plus de mal à tuer des femmes avant de tuer des hommes. Et bouclier humain? Ouais, complètement. Et on était tellement dévoués. Mais moi, il y a quelqu'un qui vient le tuer, je me serais jetée pour prendre les balles pour lui. J'aurais donné ma vie, je serais une martyre, quoi. Mais j'aurais même pas réfléchi. Vraiment, j'aurais pas réfléchi. Il va quitter la France en 95. Donc la France va déclarer le mouvement comme une secte. Donc voilà, Raël est obligé de quitter le pays, il n'a pas le choix. Il va partir où? Au Canada, c'est ça? Au Canada, oui, où il a été reconnu comme une religion. Donc, il est parti. Il a créé Ufoland. C'est un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions avec une réplique. Ça te fait rire aujourd'hui? Mais ouais, il y a une part de honte. Je ris, et je me dis, mais comment j'ai pu? Mais après, je sais, 4 ans, nanana, et que ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a une part de honte où tu te dis, putain, le mec, il a créé un Ufoland, les gens payaient pour aller voir une réplique de la soucoupe volante dans laquelle il a été, et un truc qui est en forme d'ADN, quoi. Tu vois, c'était peanuts. C'était du vent, comme 90% des trucs qu'il a fait, tu vois. Et il est parti au Canada, il a créé Ufoland, il a refait il a repulpé le mouvement jusqu'à que ça marche plus, quoi. Qu'il parte ailleurs. Putain. Et là, tu vois toujours autant de gens, etc. Toi, tu y vas? J'ai jamais été au Canada. J'ai vraiment pas été au Canada. En plus, nous, on n'avait pas les moyens à la maison de partir au Canada déjà. Et puis après 97, moi, je suis partie du mouvement. Comment il explique, Raël, à ses disciples, comment il explique qu'il est expulsé de France et que c'est une secte après la France, aux infos, etc. Parce que c'est comme Jésus. Quand il était là, Jésus, il s'est fait crucifier. Tu vois? Il n'a pas été reconnu sur le moment, il a été reconnu après. C'est dans la continuité des prophètes. C'est normal. Et tu sais, il nous avait préparé en amont. Il y a un jour où je devrais partir. Il sait tout ce qu'il fait. Tout est calculé. Et après, tu vas commencer un stage sexuel en Suisse. Enfin, c'est un stage. Ils appellent ça un stage à la méditation sensuelle. Voilà. Tout est dans un choix des mots. Et ça va être un Raélien, donc qui s'appelle Christian, qui va en fait le sens du stage, c'est pour t'apprendre comment rendre Raël heureux, c'est ça? Alors. Quel âge tu as là, pardon? Là, j'ai 13 ans. 13 ans. C'est avant de quitter le mouvement? Ouais, c'est avant de quitter le mouvement. Christian, c'est un guide évêque. C'est un niveau 5 dans la hiérarchie du mouvement. Donc le plus haut. Donc il y a Raël et il y a les évêques. Voilà. Okay. Raël n'était pas là et c'est lui qui animait les cours. Donc c'est un stage où on va apprendre à prendre soin de toi, à être bien dans ta peau, vraiment un éveil magnifique. Et donc il y a Christian, il y a un autre guide évêque, une autre nana et moi. On passe beaucoup de temps ensemble. Une nana qui a mon âge aussi. Faut que je fasse attention parce que c'est pas les vrais prénoms et j'ai peur de... Tu comprends? De dire les vrais. Ouais. Donc c'est pour ça que je fais attention. Et on passe beaucoup de temps ensemble. On mange ensemble le midi. Tous les 4. Chez un Raélien qui nous prête sa maison. Et après le déjeuner, on fait la sieste. Mais quand t'as 13 ans, tu penses que tu vas dormir. Et la première sieste, il se passe pas grand-chose. Et puis, ça se passe rapidement où, tu sais, tu devrais mettre ton sexe dans ma bouche. Mais pourquoi? J'ai pas très envie. Parce que c'est déjà bon, il faut pas avoir de tabou. C'est très bien, déjà, premièrement. Et puis, tu sais, quand tu devras le faire à Raël, tu sauras faire. Après, je pense qu'il s'est servi de son statut de guide évêque pour
avoir mes faveurs en me faisant passer le message. Est-ce que c'est Raël qui lui a demandé ou pas? Ça, je peux pas, j'ai pas la preuve. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, avec le recul, je me dis qu'il s'est servi de sa position pour arriver à ses fins. Oh. Combien de temps va durer ce stage? 15 jours. Combien? 15 jours. 15 jours. Et t'es la seule raélienne avec eux ou il y a d'autres filles? Alors, dans la chambre, on n'est que tous les deux. Dans la chambre, on n'est que tous les deux. Mais après, ils sont entourés de filles. Tu sais, c'est censé être ceux qui... À l'époque... Maintenant, cette personne a quitté le mouvement raélien. Et à l'époque, c'était lui qui était censé reprendre le flambeau une fois que Raël serait mort. Mais depuis, il a démissionné du mouvement raélien. Pourquoi? Moi, j'avais déjà quitté le mouvement. Je l'ai su par les réseaux et j'avais lu un truc où il disait qu'il s'était rendu compte du mensonge et puis sa compagne avait été également abusée dans le mouvement. T'as pas essayé de le rejoindre? Non, parce que Guillaume, j'ai pas confiance. Je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais dans ma tête, tout ce qui a fait partie de cette chose, je peux pas le faire rentrer dans ma vie. Pour couper tous les ponts? Ouais, c'est ma survie. C'est ma survie, c'est un combat. Tu penses que c'est Raël qui lui a demandé de faire ça? Ou c'est lui qui a... Moi, je pense que sur cet acte-là, c'est lui qui a... Mais j'aurai jamais la vérité. Et sa femme était pas là, à l'époque? Non, il était venu en France tout seul, en Suisse tout seul. Il y a une phrase dans ton livre qui est choquante. Tu dis, malgré moi, j'ai intégré que si je ne le suivais pas, je ne valais rien ou pas grand-chose. Ben oui, parce que pour moi, on pouvait m'aimer et m'apprécier que par mon physique et mes faveurs sexuelles. J'ai été conditionnée pour ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai intégré. Peut-être que d'autres vont dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on a élevé Lydia. Ok, je peux l'entendre. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai intégré. Et je pensais que si je ne faisais pas ça, on ne pouvait pas m'aimer. Après, tu vas arriver, tu vas avoir 15 ans, tu vas passer la majorité sexuelle en France, et est-ce que tu sens une différence de regard? Ah, bah complètement. Le jour de mes 15 ans, le jour de mes 15 ans, je reçois, à l'époque, il y avait des fax. Il n'y avait pas des mails, il y avait des fax. Je reçois mes premiers fax. Joyeux anniversaire, Lydia. Tu deviens une femme. Il y a Fabrice, un homme de 35 ans, en qui tu avais confiance à l'époque, qui te propose de finir une soirée dans son hôtel. Ça, tu étais encore au mouvement, c'était avant de partir? Ouais. Il te propose de... Vous êtes où à l'époque? Tu étais... Non, on à est Éden ou rien à voir? Non, rien à voir avec Éden. Éden, on n'y va plus. Raël a vendu Éden, déjà. Ah oui, ils ont vendu quand il est parti au Canada. Très peu de temps après, ils ont vendu. Alors, la ville exacte, je t'avoue, je m'en souviens plus, mais on était dans un hôtel parce qu'il y avait un week-end raélien. Et donc, spectacle, fin de week-end, mais il y avait que la région lyonnaise, donc on n'était pas beaucoup, tu vois. Et il me dit, écoute, tu viens avec moi? Bah oui, mais tu sais, j'étais à 10 000 de savoir ce qui allait se passer. Moi, j'avais confiance en lui. Puis c'était mon guide de région. Donc, il était, voilà, c'était le plus important de la région, quoi. Et puis, on a été dans sa chambre. Et c'est Raël qui aurait commandité ça, c'est ça? Alors, plusieurs années après, Raël m'a dit oui, qu'il était content que ça se soit bien passé, sous-entendu, c'est grâce à lui si j'ai fait ma première fois avec cet homme-là. Voilà. Ça, c'était ta première fois avec cet homme. T'arrives à en parler à quelqu'un? Tu le dis à ta maman à l'époque ou... Non. Le stage, tu sais, où il y a eu la fellation, etc. Tu en parles pas du tout à ta mère? J'en parle pas. Je lui dis pas. Je dis pas parce que déjà je la hais. Je la déteste. À l'époque? À l'époque. Inconsciemment? Inconsciemment, je la déteste. Inconsciemment, je peux pas la voir, quoi. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle m'a aimé à sa manière, mais déjà j'ai un problème avec elle, déjà depuis longtemps. Je partage pas parce que j'ai pas envie qu'elle sache, finalement. Et je sais pas trop s'il faut que je le dise ou pas, en réalité. Tu vois? Vaut mieux se taire. On ne dit pas de te taire. On te le fait comprendre. Et là, mais tu crois qu'elle était contente de voir que tu étais devenue une des proches de Raël après? Ouais, elle m'a jamais... Elle avait des yeux d'amour. Elle me regardait avec le regard d'amour. Elle vivait son besoin de reconnaissance, tu vois. Elle voulait, à travers moi, merci, je vais pas donner son prénom, mais merci que ta fille s'occupe de Raël.
Merci que ta fille soit proche de Raël, t'as fait un être humain extraordinaire. C'est une fierté, quoi. Ouais, c'était une fierté. C'était une fierté, je faisais du bien à l'humanité. Ouais, au lieu de te protéger, en fait, elle était fière. Ah, mais pour elle, elle a tout fait pour moi. Pour elle, elle m'a protégée. Elle n'a rien fait de mal. Elle est dans un déni complet. Mais vraiment. Et c'est sa normalité. Donc pour elle, ce qu'elle a fait, c'est bien. En 97, la police va débarquer. Ta cousine, en fait, à qui tu t'es confiée, c'est la seule personne à qui tu vas te confier, va raconter, en fait, va prévenir sa mère à elle, à ta tante, en gros, et les forces de police vont venir te chercher pour enlever la garde, en fait, c'est ça? Alors, ils viennent à la maison parce que déjà, on avait été sur écoute. Donc sur écoute, ils se sont rendus compte de certaines choses qui se passaient dans ma vie. Je m'étais livrée à ma cousine, donc ma tante et d'autres personnes vont voir la police, donc ils viennent à la maison, ça frappe à 6h du matin. Je dors dans ma chambre et là ça ouvre et c'est une femme qui m'ouvre, une policière, tu vois. Et je comprends pas ce qui se passe. Moi je vis dans un monde de bisounours, malgré la dureté de ma vie, c'est un monde de bisounours. Attention, faut pas oublier ça. Et là, je croise mes parents dans le salon et mon papa me regarde et me dit « Ma fille, tu ne dis que la vérité ». C'est la seule phrase qu'il me dit. Et là, la police m'embarque. On va dans un commissariat. Il est 6h du matin, je ne sais pas ce qui se passe. On va dans un commissariat. Je rentre dans une pièce où les tables sont attachées au sol. Les chaises aussi. De garde à vue, quoi, c'est ça? Voilà. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. Mais toi, t'es pas en garde à vue. Pas du tout. T'es écouté, justement. T'es la victime. Sauf qu'on ne m'explique pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, il y a une avocate qui arrive et qui me raconte ce qui va se passer. Je ne pige, mais rien du tout. C'est à Saint-Étienne. Cet entretien avec cette avocate se passe. On monte à Lyon, à la police judiciaire de Lyon. Paf, on me fait attendre dans un couloir. Et en 3 cas, je me retrouve devant un gynécologue. Une pièce sombre. Quand je te dis sombre, c'est sombre. Je vois qu'une lumière entre mes jambes. Et là, il me met un spéculum. Et en fait, quand le premier rapport que j'ai eu, on m'a pas complètement enlevé mon hymen, il restait une partie de mon hymen, ce qui peut arriver régulièrement pour les premières fois. Et il me fait mal, mais il me fait mal. Le gynécologue? Le gynécologue de la police me fait mal et je crie, quoi. Là, je crie. Je dis, vous me faites mal. Oui, mais c'est pas grave, ça va passer. Il fait son examen et il enlève ce spéculum et je reste là, les jambes écartées. Et il sort de la pièce et j'attends. Et encore une fois, je suis une chose. Tu vois, encore une fois, je suis dépossédée de moi. Encore une fois, on fait ce qu'on veut de mon corps et de mon intimité. On rentre, je me rhabille, on me dit de me rhabiller. Et là, il s'en vient 3 jours d'audition où je comprends qu'on a été sur écoute, où je comprends que ma famille a parlé, où je comprends que ce que je vis, je sais pas s'il faut que je le dise, il faut pas que je le dise. Donc au début, je le dis pas, après je le dis, après je reviens, après j'ai 15 ans. Et je suis hors de la réalité. Et au bout de 3 jours, on me dit, on va aller t'amener dans un endroit pour te reposer. Et on m'amène dans un foyer pour jeunes difficiles. C'était un foyer d'urgence. N'oublions pas que j'arrive dans un monde je vis dans un monde où tout le monde s'aime. J'ai pris 3 mois de claque, quoi. Physiquement. J'étais pas... Et voilà. Et tu te retrouves dans un foyer qui n'a rien à voir avec l'ambiance, t'es pas du tout entouré d'amour. Ah, mais pas du Comme tout. tu avais, même si c'était artificiel, Ouais, tu voilà. disais quand même, t'avais ça. Mais oui. Là, t'étais pas encore proche de Raël quand t'avais 15 ans, t'étais pas encore passé plume rose, voilà. Ouais. T'étais pas encore passé là, et ils avaient eu vent en fait du à l'hôtel avec le garçon, c'est ça, comme si c'est des faux prénoms, on s'en fout, on va pas les citer, mais et du stage, ils avaient été au courant de ça. C'était pour ça qu'ils venaient chercher. Oui, et puis en plus, j'avais des pratiques sexuelles quand j'étais au collège qui n'étaient pas normales. Et j'en parlais au téléphone avec d'autres Raéliens. Et j'avais d'autres Raéliennes qui m'appelaient, en sachant qu'on est sur écoute, et qui, elles, étaient mineures également, et qui me racontaient ce qu'elles avaient fait avec telle et telle personne. Des personnes en commun. En fait, on couchait tous ensemble, sans être ensemble. Lui avec elle avec lui, lui avec elle. Et on se racontait ça. Vous aviez les mêmes garçons, en gros. Ouais. Et on se racontait tout ce qu'on pouvait faire au téléphone, les fellations, Ça, c'était en dehors du mouvement raélien, tu sais, au collège? Alors, les filles avec qui on se racontait ça, c'était des Raéliennes. Mais donc, j'avais des copines Raéliennes au téléphone. Et moi, au collège, j'avais
j'avais pris l'habitude de faire des fellations dans les toilettes aux garçons. Qui n'était pas raélien, là. Pas du tout. Ouais, pour comprendre. Et parce que c'était mon moyen d'exister. Désolée. T'inquiète. Et en fait, c'était compliqué parce qu'on savait, je vivais dans une ville petite, Saint-Étienne, tu vois. On savait que ma mère c'était une raélienne, que moi j'étais raélienne, donc j'avais déjà cette réputation-là. Ah, les gens savaient quand même. Ouais, tu sais, quand tu vas dans la rue, que tu diffuses des tracts. Dans ta ville. Forcément, ça va très vite. Et puis, j'ai eu un petit copain à l'époque, et puis pareil, je lui ai fait ça. J'avais fait ça un premier, et puis il me dit, ah putain, mon copain, ça lui ferait plaisir. Ah, ça lui ferait plaisir? Ok. Si ça peut lui faire plaisir. J'existais, je savais faire que ça. Il faut penser que dans ma tête, je n'existais qu'à travers ça. Que c'était mon moyen à moi d'exister. Et de recevoir de l'amour quelque part. Et d'être considéré, bien sûr. Parce que déjà, je commençais à me haïr, en fait. Déjà, j'étais pas bien. Donc, je cherchais par n'importe quel moyen qu'on me regarde d'exister. Après, pendant l'enquête, tes parents vont perdre la garde. Tu vas les voir après avec donc des éducateurs à côté, mais plus seuls. Même ton père, c'est là, ça va les séparer ou ils vont rester quand même ensemble? Alors, mon papa est resté parce que j'avais mon petit frère. Et si j'avais pas eu mon petit frère, je pense qu'il serait parti à ce moment-là. Mais il a protégé mon petit frère, vraiment. Vraiment. Et quand mon frère a pris son envol, tout de suite, il a quitté cette femme. Du moment que mon frère était en sécurité, qu'il avait pris son envol, là, mon papa est parti. Sans ça, il n'aurait jamais lâché mon frère. Ensuite, ils vont quitter le mouvement, tes parents, les deux, hein, pour garder, en fait, pour avoir votre garde. Ça va être le seul moyen, en fait, de pouvoir continuer de vous avoir. Ils vont quitter le mouvement. Mais en fait, artificiellement, finalement, ta mère va faire semblant de le quitter? Alors, mon père, il n'a plus jamais remis un pied dedans, hein, à ce que je sache. Mais elle, je te suis, Guillaume, j'étais persuadée qu'elle y allait plus. Hein. J'étais persuadée qu'elle y allait plus. Sauf qu'un jour, tu sais, à l'époque, on avait des téléphones à fil, répondeur. J'écoute le répondeur, c'est une raélienne que je connaissais qui disait « Ah putain, t'as oublié ça quand t'es venue ?» Et là, mon monde, il s'est écroulé. Et là, je me suis dit « Mais elle me ment !» Et là, j'ai compris qu'elle retournait voir. Et je me suis dit « Mais la honte avec ce que j'ai dit, nanana, nanana... » Et pourquoi elle ne me le dit pas? Et ça veut dire qu'ils m'en veulent. Et tu vois, c'était horrible. Tu vas recevoir une lettre quand tu as 18 ans. Donc il va se passer 3 ans. Tu vas grandir finalement après, donc un petit peu en foyer. Après, tu vas retourner chez tes parents. Tu as des discussions avec ta mère avant de recevoir cette fameuse lettre dont on va parler là? Non, c'est tabou. Il y a plus de communication. Elle me déteste, je la déteste. On parle pas. Je l'énerve. Je suis pas une bonne gamine, moi. 15 ans, tu sors d'un foyer, je passe ma vie à mentir, je travaille pas à l'école, je cherche par tous les moyens à exister, je le trouve pas. Pour elle, je lui ai fait vivre l'enfer. Et c'est de ma faute. Et à 18 ans, je reçois un courrier. Bonjour Lydia, tu seras la bienvenue. Bien sûr que tu es pardonnée, tu seras la bienvenue dans le mouvement quand tu auras 18 ans. Love Raël. Et là, waouh. Et là, ça y est, j'existe. Il m'a pas oublié. J'existe, j'ai une bouffée d'oxygène. Alors que t'as vécu un peu l'enfer dedans? Ouais. Mais c'est toujours plus facile d'aller là où on sait faire. Toujours plus facile d'aller prendre les routes qu'on connaît. Tu sais que c'est pas bon, mais tiens, comme un drogué. Un drogué, à un moment, il sait que c'est pas bon qu'il prenne la drogue. Ça lui fait du mal. Mais il y retourne. Mais il y retourne. Toi, tu vas avoir 18 ans, tu vas y aller? Ouais, j'y vais. Tout de suite? Tout de suite. Tu préviens tes parents? Je sais même plus. Je sais même plus si je les préviens. Je pense que ma mère, oui, ou je sais même pas, mais j'y vais à Paris. Je viens à Paris. Un rassemblement raélien. Et on m'accueille bien. Lui, Raël, est au Canada. Là. Vous êtes plus ouais. physiquement proches. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retourner, tu vas aller après le rejoindre quelque part? Tu vas juste rester à Paris? Comment ça? Alors, je vais venir sur ce week-end-là sur Paris. Ensuite, je reprends contact avec les Raéliens dans ma région. Et ensuite, Raël vient en Suisse. Et là, je vais le voir. Il a 56 ans. T'en as 20. Tu le retrouves... 18, 19, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, en dessous, voilà, pas loin. Ouais. T'es majeur, mais tout juste. Tu vas le retrouver en Suisse. Il va te reconnaître? Ah, tout de suite, il me reconnaît. Tout de suite, il me reconnaît. Et je cherche à ce qu'il me regarde. Donc, je reste là. Il me fait un premier signe de tête. Et là, j'ai compris qu'il m'avait reconnu. Et après, c'est parti. Ça veut dire quoi?
Après, il m'a porté plus d'intérêt que jusqu'à présent, hein. Là, physiquement, devant tout le monde. Il m'a demandé à le rejoindre, il m'a demandé à être proche de lui, à manger avec lui. Ça a duré 3 jours. C'est là où il y a eu le premier rapport dans l'intimité. Et c'est là où il me propose concrètement, où il me dit « Ah, purée, je verrais bien cordon doré plume rose autour de ton cou. » Ah ouais. Et là, tu fais ta lettre de motivation. Et tu demandes. Tu sais que ça va être accepté puisque Tu te demandes de faire une lettre de motivation ? De tous les anges, toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'ordre des anges font une lettre de motivation. Surtout les cordons dorés plume rose. Oh là là. Ou tu dois dire quoi, en gros ? Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux te dévouer sexuellement, mentalement aux Elohim et à lui ? Pourquoi ? Tu l'écris toute seule ? Je l'écris toute seule. En plus, ça va, j'ai un petit peu de vocabulaire, donc j'ai écrit un truc sympa, tu vois. Donc, et je savais très bien ce qu'il avait envie d'entendre. C'est là aussi qui a fait que il a compris que j'étais pas trop conne. C'est que souvent, il me disait, toi, tu piges. Ouais, je pige. Tu piges et t'y vas quand même. Mais oui. C'est ça qui est complètement paradoxal. Mais c'est ça qui est compliqué. Et je comprends que les gens n'arrivent pas à saisir ça. La prison, elle est dans la tête. Ma prison à moi, c'est moi. C'est ma plus grande prison, mais même aujourd'hui. C'est ma plus grande prison. C'est quand tu sais que c'est pas bien. Tu t'en es sorti aujourd'hui ? Je m'en sors de plus en plus mentalement. Mais là, je suis forte. Là, je te parle, je suis dure. Mais le quotidien, il est pas comme ça tous les jours. Dans ton livre, j'étais son esclave, c'est chez City. Voilà, si jamais vous voulez retrouver le livre de Lydia, donc c'est Adjara avec un H. Adjara, je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer et Apple Podcast, je vous mettrai dans la description aussi. Vous avez qu'à cliquer dessus, puis vous pourrez le commander pour avoir le récit complet, parce qu'on peut pas tout citer évidemment, tout ce que tu racontes dedans. Il y avait une phrase à ce moment-là, on arrive à peu près à cette période, tu dis « J'avais envie de vomir parce que cet homme, au fond, me dégoûtait profondément. Pour autant, j'allais me donner à lui et véritablement accomplir ma mission. » Ça paraît un peu irréel, c'est ce que tu dis. Quand tu es de l'extérieur, tu te dis « Mais attends, s'il te dégoûtait, tu y allais quand même. » C'était vraiment... Tu décris ça comme une mission. Bien sûr, parce que physiquement, il me dégoûtait. Hein. Je suis désolée, c'est pas Brad Pitt, quoi. On se met bien d'accord, il faut appeler un chat un chat. Mais quand t'as été élevé, où on t'apprend, où on t'inculque que cette personne, c'est la personne qui va sauver l'humanité, qu'il faut prendre soin de lui, qu'il faut lui faire du bien, que c'est un prophète comme Jésus. J'avais 4 ans quand on a commencé à me dire ça. Tu t'écoutes pas, et puis t'es tellement formaté que tu te culpabilises même de penser qu'il est moche. Tu te culpabilises même de penser qu'il te dégoûte. Tu te culpabilises même de penser que t'as pas envie. Et moi, je me disais, mais tu te prends pour qui, ma petite ? Mais t'es qui pour pouvoir dire non ? C'est fou. On me l'a jamais dit, hein. On m'a dit, tu veux dire non, tu dis non. Mais moi, je m'autoflagellais. C'était moi. Moi, c'était moi. Je me disais, mais tu te prends... Mais vraiment, je me disais, mais t'es un but de ta personne, en fait. Meuf, t'es une merde. D'où tu vas dire non au prophète ? Tu vas faire ta lettre de motivation pour rentrer du coup et monter dans la hiérarchie. Comment ça va être accepté ? C'est à lui que tu donnes la lettre ? Comment ça se passe ? Alors, je fais une lettre que j'envoie par mail à la responsable planétaire des anges et qui dit ok, bien reçu. Je la transmets au prophète. Okay. Ça a pris pas longtemps, en 3 heures de temps, j'ai eu une réponse. Tu es accepté dans l'ordre des anges en tant qu'une plume rose, cordon doré. Donc la fierté, hein. Là, tout de suite, on t'a un coup de fil dans la soirée. Bon, voilà. Maintenant, t'es plume rose, on recadre bien les choses. Quand tu vois Raël, faut pas que t'aies tes règles, par exemple. Il faut que tu sois rasé. En intégralité, dans ton intimité. Il faut que tu fasses en sorte de lui plaire. Mais on te le dit pas comme je te le dis, cache-moi, hein. Tu vois la nuance ? Mais non, t'as une responsabilité. Tu dois le mettre bien, tu dois être bien. Quel privilège. Merci Lydia Amour, quel privilège. Et tu t'es ancrée dans ça. Moi, c'était ancré en moi. Et après, je l'ai revu la première fois. Et ouais, j'ai eu envie de vomir. Vous êtes combien de plumes roses ? À l'époque, on était 5 sur la planète. Une sur chaque continent. On était 5.
Et on avait très peu de contact finalement. Avec le recul, je m'en aperçois maintenant. On avait très peu de contact entre Plume Rose, Cordon Doré, en fait. Déjà, on était géographiquement très loin. Mais même par mail, tout ça. Et je pense que maintenant, et c'est moi qui pense ça, c'est vraiment moi qui pense ça, je pense que c'était volontaire. Parce que imaginons que je dise « Ah, bah moi j'ai fait ça », même si j'allais pas le dire, mais on prend pas le risque de nous faire communiquer ensemble, tu vois. Tout est calculé. Tu peux redescendre dans la hiérarchie. Par exemple, tu dis qu'ils s'entourent de filles, et puis on le voit dans les reportages, toujours très jolies, sexy, élégantes, machin. Est-ce que tu peux redescendre après, un jour, si tu lui plais moins, etc. Ah, bien sûr, il n'y a rien d'acquis. Un jour, tu peux recevoir un coup de fil en disant « Bon, bah, t'es plus Cordon Doré, t'es plus Plume Rose. » Pour rien, ou si t'as fait une erreur, tu vois, ça va dépendre. Mais il n'y a jamais rien d'acquis. Tu peux redescendre à tout moment. Donc, il faut te battre pour garder ta position de privilégié. Il y a des gens qui s'occupent de la sécurité de Raël. Il a un service, des mecs de sécu et tout. Ouais. Il a un service avec des talkies dans toute la salle. Il a des agents de sécurité proches. Et la première fois que j'ai soupé avec lui, c'était en Suisse. Il y avait une salle pleine. Et puis, je me lève pour aller aux toilettes. Et puis là, je vois un gars qui me suit. En fait, on m'avait mis un mec de sécurité, tu vois. Et là, je me dis, mais... Et là, tu sais, normalement, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, toi ? Et à l'époque, putain, je suis importante. Oui, tu vois ça dans ton prisme. Mais je vois ça dans mon monde, tu vois. Ah putain, c'est que je suis importante, il a pas envie que je meure, quoi. Tu te fais ton autofilm. Alors c'est plus pour te surveiller qu'autre chose. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais quand t'es dedans, t'es à 10 000 de ça. Tout est en double lecture, en fait. Mais c'est ça. Tu sais, il y a un film où, je sais plus le titre de ce film, c'est une même scène vue par 5 personnes. Je sais pas si t'as vu ce film. Non. C'est la même scène. Les 5 personnes, les 5 récits sont différents. Et en fait, moi, j'ai compris que la même chose qui va t'arriver à toi, à moi, en fonction de ce que t'as dans ta tête, c'est deux mondes différents. C'est là où les gens ont du mal ils sont dans une norme, dans leur norme à eux, et c'est parfois compliqué de sortir de cette norme. Il y a un discernement différent. Exactement. Il faut juste se dire que on n'est pas plus bête. Je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, ou c'est pas parce que tu rentres là-dedans que t'es plus bête. C'est juste que alors je vais parler pour moi, parce que moi j'avais 4 ans, j'étais vraiment conditionnée, tu vois. Mais c'est juste que voilà, c'est un truc qui était en moi à l'époque. Je pouvais pas voir autrement. Imagine, Guillaume, on te dit toute la vie, le ciel est noir, le ciel est noir, le ciel est noir. Tu sais qu'il est pas noir. Tu sais qu'il est bleu. Mais on t'a dit toute ta vie qu'il était noir. Et à un moment, tu vas te dire, putain, peut-être il est noir. Tu finis par y croire. Tu crois que Raël, on va y revenir après, parler de clonage, il a fait... Tu penses qu'il croit tout ce qu'il dit aujourd'hui, ou il fait semblant, ou est-ce qu'il s'est auto-convaincu ? Alors, il sait qu'il ment. Il le sait, parce que des fois, je l'ai entendu ricaner pour des trucs... j'ai pas d'exemple précis, mais des fois, on lui disait... Nana, et puis il ricanait d'un air de dire... Pauvre quoi, tu vois. Je l'ai vu de mes yeux vus. Il sait qu'il ment, mais... je pense qu'il y a des fois, il y a des moments où il est persuadé de ce qu'il dit. C'est très ambivalent, en fait, tu vois. Mais il est toujours dans le contrôle, tout le temps. Tu vas partir habiter avec lui, avec Raël, du coup, à Sierre, donc il va habiter en Suisse. Il est accepté en Suisse, pour le coup, comme au Canada ? Non, pas de la même façon. Il est accepté en tant que résident comme Claude Vorillon, mais pas comme Raël. Et d'ailleurs, il y avait plein de Valaisans qui ont fait des manifestations pour pas qu'ils vivent là où dans le petit village auquel on vivait, tu vois. Donc moi, il y avait un Raélien qui m'avait donné une pièce. Comme ça, j'étais à disposition. J'étais à 3 minutes à pied de chez Raël. Tu travaillais pas ? Non. Non ? Tu devais pas donner de l'argent comme... Non. Je pense que ça aurait été malvenu, je lui donnais le reste. Mais je travaillais pour le mouvement, en fait. Tu sais, moi, je donnais des listes de courses, on allait les chercher. C'était nourri, logé, blanchi, en gros. Mais t'avais pas de vie, quoi. Mais non, je pensais que j'avais une vie, mais j'avais pas de vie. Tu vois ce que je pensais que j'avais une vie. C'était ta vie. C'était ma vie, du moment. Mais tu sais, quand tu vas au restaurant, tu sors pas d'argent, tout est pris en charge, en fait. Tes vêtements, ton coiffeur, tes cadeaux, parce que t'es choyé. Moi, j'étais choyée. J'étais gâtée tout le temps. Mais... C'est toujours facile de regarder le passé avec les yeux du futur. Mais oui, on n'avait pas du tout la même vision. Mais oui, c'est ça. Tu vas signer un contrat. Tu expliques dans le livre un contrat avec lui ou avec l'ordre de Raël. Alors, je signe un contrat avec Raël et les Elohim, donc les extraterrestres,
qui stipule premièrement que je n'ai absolument pas le droit de divulguer ce qui se passe dans l'intimité. Ce qui se passe seul avec Raël, je n'ai pas le droit d'en parler à personne d'autre qu'avec lui. Ça, c'est une obligation. Qui stipule que, oui, je suis consciente que je donne mon corps qu'à Raël et aux Elohim quand ils viendront sur Terre. Et que je suis dévouée à Raël, quoi, et aux Elohim. Que je fais don de moi et de ma vie. Obligation d'avoir des... Je cite, hein, si tu veux bien, comme ça, ce sera plus facile aussi pour toi. Obligé d'avoir un moyen de contraception valide. Tu sais, le mettre dans le contrat. Bien sûr, je suis obligée. Parce que lui, il veut pas d'enfants, il en a pas. Non, et puis il conseille aux Raéliens de ne pas en avoir. S'il en a des enfants, il a des enfants qu'il a eu avant d'être Raël. Il a eu des enfants, 2, je crois, un garçon. Ils en pensent quoi de Raël? Je sais pas. Je les ai jamais... Je les ai vus... Lui, le fils, j'ai dû le voir une fois à Eden, tu vois, mais j'étais toute petite, mais j'ai jamais vu ses enfants. Ce serait intéressant d'avoir son... Ouais, j'aurais aimé un jour le rencontrer, mais je sais même pas comment il s'appelle, tu vois. Obligation d'avoir des relations sexuelles avec lui, donc Raël, hein, dès qu'il le souhaite, même si elle, donc toi, n'en a pas envie, oui. En acceptant toutes les pratiques. Oui. Tu sais, ils mettent... Non, mais ça paraît incroyable de signer ça. Non, mais c'est fou, c'est fou. C'est pour ça que c'est intéressant que tu l'expliques justement et qu'on te voit et qu'on voit bien que t'es pas une huluberlu. C'est ce que je te disais avant. Ouais. Parce que, tu sais, si on avait reçu quelqu'un qui était un peu bizarre, etc., on serait dit, attends, déjà, elle va être moquée et surtout, on va penser que c'est facile de se faire embrigader quand on est un peu faible, etc. C'est pas du tout ton cas, c'est ça qui est fou. Non. En fait, le truc, c'est que vraiment, Guillaume, j'ai signé ça. Et je me disais, il me fait assez confiance. Merci. Merci. Il sait que je suis capable de tout donner pour lui. Il en a conscience, tu vois. Et c'était, t'imagines, et puis même, c'était inconcevable de dire non. Donc même si je disais non, il allait pas me faire le reproche. Hein. J'aurais dit non, j'ai pas envie. Ok, pas de souci. Mais il savait que dans ma tête, c'était pire que si lui me faisait un reproche. Il y a encore deux articles dans le contrat qui sont fous. Et tu dois porter les vêtements de son choix à Raël, hein, donc, et perdre du poids si elle le décide. Oui, alors, il m'habillait pas au quotidien. Au quotidien, il fallait toujours que je sois prête, quand même. Il fallait quand même que je sois une belle femme. Et donc, mais par contre, quand il me disait, j'aimerais bien que tu mettes ça. Ou toi, tiens, ce petit haut, il te va bien. Ça voulait dire, mets-le. Tu comprends ce que je veux dire? Il va jamais t'obliger à quoi que ce soit. Il va te conseiller. Par contre, moi, à l'époque, j'étais un petit peu plus ronde. Ouf, j'ai pris des remarques. T'as un peu trop de ventre, mais pas ce haut. Vraiment, on dirait un saucisson dans ce haut. T'es vraiment laide dans ce haut. Et dernier article qui est se mettre au service du prophète à tous les niveaux, sens large. Il n'y a même pas de description. Ah oui, il n'y a pas de description. À tous les niveaux, c'est-à-dire son intendance. Tu vois, il y a des gens qui payent des femmes pour avoir des femmes de ménage ou des hommes de ménage ou des loges. Moi, je faisais ça. Et puis en plus, je lui donnais mon corps. À quoi ça ressemble ton quotidien, vraiment, tu vois, pour qu'on imagine tu habitais pas avec lui, du coup, tu as une maison à côté? J'ai une maison avec lui. Lui, il avait sa femme avec lui? Exactement, il avait sa femme avec lui. Que tu voyais? Ah, c'était ma copine. Mais savait que t'existais, du coup? Ah, mais en oui. tant que mais des maîtresse. fois, j'étais dans la chambre avec lui, elle ouvrait la porte. Je vais faire des courses. Salut. Ça, c'était mon quotidien. La jalousie, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle était d'accord, du coup? Elle était contente parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le sexe. Donc, grâce à ça, et je la comprends, maintenant je comprends. Je l'aimais beaucoup, cette femme. Je l'aime toujours beaucoup. Elle est plus raélienne aujourd'hui. Mais... Ah, c'est vrai? Ouais, elle est partie aussi? Ouais, elle est devenue psychologiquement instable. D'accord. J'ai plus de contact avec elle, mais je l'aimais beaucoup parce qu'on se comprenait sans se parler. On savait ce qu'on vivait. Et elle, donc, c'était sa femme, et d'une intelligence extrême aussi, je pense. Et donc, des fois, j'étais dans le lit avec lui, elle ouvrait, je vais faire des courses, tout ça. Pour en revenir à ta question, mon quotidien, c'était quelque chose, pour le résumer en un mot, attendre. J'étais dans l'attente. J'avais mes missions, ses courses, son repassage, son ménage, parfois lui faire le repas, parfois, mais attendre. Il voulait aller se promener, s'il m'appelait, il fallait que je sois disponible. T'avais pas de copine à côté, par exemple? Que des raéliennes. Mais c'était pas mes copines. Elles m'aimaient parce que j'étais une élue. Elles aimaient pas Lydia. Tu comprends ce que je veux dire? Elles aimaient ta fonction. Ouais. Elles aimaient pas Lydia. Comme toi, tu vois, t'es un peu connue. Des fois, tu dois te demander. On m'aime moi ou on m'aime parce que je fais légende. Tu vois le truc? Moi, en fait, ils me connaissent pas, ces gens. Ils ont une idée de moi qui est un peu folle, mytho, tu vois. Mais ils me connaissent pas.
Comment tu l'appelais? Parce que là, on parle de Claude, de Raël. Est-ce que tu avais un autre surnom, toi, qui était haut dans la hiérarchie? Mon prophète bien-aimé. Ou les anges l'appelaient beaucoup Maïtraya. Maï? Maïtraya. C'est mon prophète dans une certaine langue, je crois. Moi, c'était mon prophète ou mon prophète bien-aimé. Et quand on était vraiment intimes tous les deux, par exemple, qu'on mangeait tous les deux, je l'appelais Raël. Mais devant les autres, je l'appelais jamais Raël. J'appelais mon prophète. Mon prophète bien-aimé. Tu ne l'as jamais appelé Claude? Jamais. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je viens d'en prendre conscience en discutant avec toi. Jamais j'aurais pensé l'appeler Claude. Est-ce que tu as vu des trucs, toi qui étais très proche de lui, justement des moments où il sortait un peu de la pièce de théâtre? Alors, oui. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est constamment dans le contrôle, comme je te disais, mais il est très très vite agacé par très peu de choses. Tu vois. Ça fait quand même 50 ans. Hein. Là, c'est quand même, c'est quand même long. Hein. Mais bien sûr, c'est ancré. Tu vois, par exemple, moi, je faisais son ménage. Tu vois, là, t'as une table basse, la tasse est là, tes fiches sont là. Si je faisais le ménage, il fallait que tout soit reposé au même endroit. Si c'était comme ça, il me criait pas dessus, il me regardait. C'est pas à sa place. C'est tout. Et tu vois dans son regard, ce regard que je hais. Là, il n'était pas dans le contrôle. Et après, il n'était pas dans le contrôle dans l'intimité. Là, c'était un démon. Ah oui? Là, j'ai vu, là, c'est... Mais non, je vois. Mais sur le moment, après, je dissociais mon corps. Donc forcément, j'étais pas forcément consciente de ses yeux. Mais maintenant, avec le recul, là, tu sais, là, c'est ce truc machiavélique. Ce truc où t'aimes les choses sales. Il avait des goûts de luxe, lui. Pareil, en off, parce qu'il s'habillait... Je vous mets une photo à l'image, là, mais avec des épaulettes. En fait, il s'inspirait vachement des romans de science-fiction. C'est ce que disait le producteur du documentaire, je l'ai écouté. Il disait qu'il s'inspirait des romans des années 50, 60 sur la science-fiction. Donc, petit à petit, il s'est looké. Il a pris un petit chignon vers le haut, petit collier de barbe, petite épaulette en mousse, un peu comme Star Trek, quoi. On est d'accord. Il a une vie très simple. Très simple? Très simple. Il va avoir des endroits où vivre qui sont très classe, très luxueux, très beaux. Très high-tech, mais il va s'acheter une paire de baskets du moment qu'il la laisse dedans, tout va bien. Et puis, tout le monde lui fait des cadeaux, tu vois, mais pas des cadeaux. Moi, tu vas arriver, tu vas m'offrir un Kinder, je suis trop contente, tu vois. On va lui offrir Je peux citer une marque ou pas? Bien sûr. On va lui offrir une montre Yves Saint-Laurent. C'est pas grave, c'est normal. En fait, il ne montre rien. Il va manger que des choses saines, il va prendre soin de son corps tout le temps, il a des marques particulières préférées, il va faire venir sa sauce barbecue. Je faisais venir sa sauce barbecue des États-Unis parce qu'il aimait que ça. Tu vois, donc, et puis partout où il va, il amène son matelas. Donc on partait en stage, hein. Il y avait des Raéliens qui conduisaient un camion. Il y avait son matelas, ses oreillers, sa toile de tente, sa housse de couette, ses préservatifs, son gel douche, ses lubrifiants, ses vêtements. Il dort pas dans n'importe quel matelas. Alors oui, il a une vie de luxe parce que ça, il peut se le permettre, tu vois. Mais sinon, il est simple. Il avait des activités, il faisait du sport automobile, c'est finalement les Raéliens qui lui payaient son sport. Est-ce qu'il avait il avait une vie simple au quotidien quand tu le voyais ou plutôt Ah mais alors, à part aller au resto, des bons restaurants, hein, j'ai fait des bons restaurants avec Raël, ou aller voir des pièces de théâtre ou un ou deux concerts très très rarement. Tu vas te promener dans la forêt, tu sais la photo que tu as diffusée, on avait été se promener, voir des chutes, quoi, tu vois. Mais, très nature. Tu dis il va au resto, dans des beaux restos, donc il dépense quand même. Ah bah non, à sortir. Il ne sort rien. Par exemple, il va au resto, il y a d'autres Raéliens avec nous, c'est les Raéliens qui payent. Mais non. Mais si. Ah, c'est même pas le chef qui paye pour... J'ai jamais vu faire... Je n'ai jamais vu Raël sortir de l'argent. Mais non. Jamais. Je pense qu'il n'a pas... Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense qu'il n'a pas de carte bancaire. Et il va dire à son chauffeur... Ouais, il a un chauffeur quand même. Ah bah oui, il est fait. C'est le goût de luxe. Oui, mais tout le monde n'a pas un chauffeur. Mais oui, non, mais alors, son chauffeur, qu'on se remette, c'est un Raélien qui fait ça bénévolement. Ah ouais. Oui, en fait, il a des gens à son service, donc finalement, il a des employés. Mais oui, c'est ça. Sans les payer. Mais non, c'est eux qui payent pour... C'est ouf ce que je suis en train de dire. Mec, je te donne de l'argent et en plus, je te conduis, tu vois. C'est ouf. Mais c'est vrai. Ça paraît irréel, voilà. Mais oui, c'est un film.
Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Non. Et c'est encore le cas d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus développé que moi quand j'y étais. Il faisait des magasins, comment il s'achetait T'allais avec lui chez Zara, comment tu sais? Alors non, Raël n'aime pas la foule. Raël ne va pas en ville faire les boutiques. Mais comment il fait ses petites épaulettes et tout là? Ah mais il a une couturière. C'est vrai? Ah ouais. Une bénévole? Une Raélienne. Mais c'est ouf. Mais je suis en train de prendre des claques en te parlant en fait. Qu'il la paye aussi du coup? Ben, il la paye pas. Non mais elle le paye. Elle le paye. Ouais. Elle donne. Oui. En plus, je me souviens très bien d'elle. Elle faisait des massages avec finition. Donc elle gagnait bien sa vie. La couturière? Ouais. Il y a beaucoup de femmes à l'époque où moi j'y étais, chez les Raéliens qui avaient un métier en rapport avec la sexualité. Ou des coco-danseuses, ou masseuses, ou plus. Il y a eu combien de femmes, Raël? Oh, je pense que c'est incalculable. Et je pense que même, tu sais, des fois, il me racontait qu'il avait couché avec une aveugle. Je sais très bien qui c'est cette dame, cette jeune fille, qui était pour moi jolie, mais pour lui, mais ça l'excitait de coucher avec quelque chose que les autres ne font pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça l'excitait de dire, j'ai couché avec une aveugle et c'était différent, et voilà. En fait, c'est pas l'acte en lui-même, c'est ce que ça peut développer chez les autres qui l'excitait avec cette nana, tu vois. Je pense qu'il a eu tu t'imagines sur tous les continents, toutes les anges qu'il y a, toutes les femmes qu'il y a, qui sont dévouées à lui. Il voulait pas avoir d'autres enfants avec les anges, par exemple. Ah non. C'était pas son but. Pas du tout. Au contraire, il était vraiment contre ça, vraiment contre ça. Et même il disait, Aurélien, n'ayez pas d'enfants, la terre est surpeuplée, quoi. Mais en fait, non, c'est pas que la terre est surpeuplée, c'est que si vous avez des enfants, déjà, faut pas leur donner son héritage. Hein. Faut pas donner ton héritage à tes enfants, faut le donner à Raël. Faut le donner au mouvement. Donc, si t'as pas d'enfant, tu réfléchis pas. Il disait qu'il fallait donner en héritage au mouvement, ouais. Au mouvement. Il y en a qui le faisaient. Oh oui. Des gens décédés bien sûr. Qui ont donné après. Ouais, bien sûr. Ah ouais, je l'ai vu. Avec des maisons, des trucs. Ouais, c'était plus du cash. Les maisons, je les ai pas vues, mais qui donnaient tout, ouais. Mais il se confiait pas à toi. Tous les êtres humains, normalement, ont besoin de se confier à une personne, tu vois, de dire, écoute, là, je suis en train de faire une supercherie, ou alors, j'ai en train de ça, ou je me sens coupable, ou j'en sais rien, tu vois. Alors, il se confiait, toujours sur l'oreiller, et toujours après l'acte. Là, c'était, je pense, son moment. Je pense qu'il rentrait tellement dans une énergie sexuelle démoniaque, tu vois, que ça lui prenait beaucoup d'énergie, de sa perversité. Et après, il me parlait, il me disait, en ce moment, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu penses, tu vois, je pense à ça, tu vois. Mais ça s'arrêtait là. C'est tout. Est-ce que tu as déjà vu Raël pleurer? Est-ce que tu l'as déjà vu se relâcher? Alors, pleurer d'émotion, dans la joie. Pleurer devant un beau spectacle, devant un tableau, oui, je l'ai vu pleurer. Mais je l'ai jamais vu pleurer autre que positivement. Ah, waouh. Jamais. Il a des parents, ce monsieur? Il avait une maman. Alors, son papa, je sais pas. C'était Yahvé, hein. Jamais vu Yahvé, quoi. Ah oui, il dit que c'était Dieu. Oui, mais oui. Demi-frère de Jésus. Sa maman inhumaine. Il a été élevé par sa tante, je crois, et je les ai jamais vus. Une fois, il avait eu sa tante au téléphone quand j'étais là. Et voilà, c'est... Oui, il t'en a pas trop parlé. Non. Il n'en parlait pas. Et vous lui posiez pas de questions? On pose pas de questions à Raël. Évidemment. Ah bah non. C'est fou. Il y a jamais un papa qui est sorti de nulle part qui a dit, bah attendez, ça c'est mon fils. Jamais. Pas à ma connaissance. C'est fou. Je voulais juste qu'on parle du clonage quelques secondes parce que c'est un sujet qui est quand même très important dans le mouvement raélien. Il y a une fille qui s'appelle Madame Boisselier qui était très haut placée dans la hiérarchie. À un moment donné, il voulait faire un coup de pub, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le documentaire sur Netflix notamment. Il dit voilà, ils ont fait Clonehead, qui était une société sur le clonage. Et en fait, c'est le prénom de Madame Boisselier, c'est Brigitte. Brigitte. Brigitte Boisselier annonce en direct à la télé, à l'époque, dans tous les médias, parce qu'elle fait une conférence de presse, c'est hallucinant, que ça y est, le premier bébé cloné, qui serait en l'occurrence une fille appelée Ève, serait arrivé au monde, etc. Elle est carrément invitée au Sénat pour en parler, américain avant même d'ailleurs, quand ils étaient en recherche. Ils avaient fait un laboratoire avec un couple qui avait vraiment très envie de refaire, qui avait perdu leur bébé malheureusement. C'est toujours un peu sur de la tristesse et de la misère. Qui finançait ça, qui était très riche et qui disait non, on mettra les moyens pour faire revivre
enfin pour faire vivre notre enfant qui est décédé via un clone. Et donc ils ont acheté beaucoup de matériel, etc. Ils ont fait de la recherche. Il a même été reçu lui-même, Raël, l'équivalent au Congrès américain, l'équivalent du Sénat, quoi, voilà. Et il est tous les grands présidents du monde à l'époque parlent de lui. C'est un coup de force énorme pour lui. Mais oui, et puis en plus, quand Brigitte elle a été invitée au Sénat, elle a exigé qu'il vienne. Sinon, si Raël ne vient pas, si son prophète bien-aimé ne venait pas, elle n'y allait pas. Donc déjà, elle a imposé qu'ils viennent. Après, ils disent qu'ils ont... Moi, ce que j'en sais, ce que j'en sais de ce que j'ai pu comprendre, ils disent qu'ils ont acheté plein de matériel, tout ça. C'était dans une petite pièce. Oui, tu sais pas. Et voilà, après, c'était vraiment un coup de publicité. Mais ça a marché. Et c'est dans ce sens-là où je dis que le gars est intelligent. Tu te rends compte. Et tu sais que des actions comme ça, moi, ça peut me faire douter. Parce que je me dis, en fait, avec tout ce qu'il arrive à faire, peut-être qu'il est protégé par les Elohim, finalement. Tu vois, je me dis, il a cette impunité comme ça. Et donc Brigitte Boisselier annonce à la télé un jour que ça y est, le premier bébé cloné est arrivé, Ève. Et en fait, donc du coup, tous les médias vont en parler dans le monde. Donc ça va faire une pub énormissime pour le mouvement raélien. Sauf qu'à un moment donné, personne n'a de nouvelles de cette fille, personne n'a de photos, personne n'a de nom. Et le doute commence à s'installer. Et elle reste toujours un petit peu vague en disant qu'elle est à l'étranger, parce qu'elle est, du coup, elle passe devant un juge américain qui dit, attendez, on comprend pas, c'est interdit dans la Constitution. Bush fait interdire le clonage humain. Et là, elle est donc reçue. Et en fait, elle dit non, c'est à l'étranger. Et il lui dit où? Et elle répond pas tout de suite d'abord. Elle dit, je vous repose la question, où? Et ce bébé, et là, il dit Israël. Ouais. Mais en fait, du coup, pas de nouvelles des parents, pas de nouvelles de machin, ça reste un peu flou. Et on est combien de temps après, là? Quasiment 20 ans après. Ouais. Toujours pas de nouvelles du bébé. Il y aurait eu avec les réseaux sociaux quand même à un moment donné. Mais oui, mais c'est une fake news, c'est comme ça qu'on appelle? C'est comme ça qu'on dit? C'est un coup de pub. Mensonge. Ouais, c'est un mensonge. Ouais. Toi, tu le vois de l'intérieur, ce mensonge, on t'en parle? Alors moi, quand je reviens à 18 ans, c'est juste passé, tu vois, c'est juste... je me concentre tellement sur le bien-être du prophète que je suis à part de ça. Brigitte, je la vois, hein. Elle vit avec nous des fois. Elle est là avec nous. Hein. Je fais à manger aussi à Brigitte. Oh là là. Je la connais bien. Et alors, tu les vois à un moment donné rire de ça? Tu les vois? Est-ce qu'ils lâchent, ne serait-ce que, tu sais, une phrase? Rien. Off? Rien du tout. Une fois, on était à un repas en Suisse. Elle était à table avec nous et je venais de revenir. Ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Et Raël nous regarde et nous dit, les Elohim vous écoutent. Les Elohim sont avec nous, là, à table. Ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Donc, il y a un tour de table et ça arrive à moi. Donc, il y a Brigitte qui dit merci pour Ève. Tu vois, un truc comme ça. Et je vois Raël qui sourit. Avec le temps, j'ai compris. Mais sur le moment, j'ai pas compris, tu vois. Et moi, je me mets à pleurer. Hein. Les Elohim m'écoutent. Excusez-moi, pardonnez-moi. Ah, t'y crois à fond, quoi. Ah, et moi, je leur dis pardonnez-moi parce que le procès, parce que la police, parce que j'ai pas été là pendant 3 ans. Pardonnez-moi. Et je m'effondre. Et c'est c'est avec le recul que je me rends compte qu'il y a des moments où j'aurais pu voir des choses, mais je suis dans l'incapacité totale de le voir. T'étais respectée par les autres Raéliens? Oui. J'étais respectée parce que j'étais une élue. T'avais des offrandes, carrément? Oui, on m'offrait des... Alors, il n'y avait pas de rituel, hein, mais j'étais très gâtée. C'est pour ça que maintenant, quand on m'offre des cadeaux, quand on est gentil avec moi, c'est compliqué. Parce que je me dis, il y a quelque chose derrière. Ah, waouh. Tu vois, comme la jeune fille qui vient. Je sais qu'il n'y a rien. Tu vois, il y a une jeune fille qui est venue me coiffer. Ah, te recoiffer Margot, notre maquilleuse. Voilà, merci Margot. Je sais qu'il n'y a rien, mais je découvre mon cerveau. Je me dis, tu vois, pour moi, c'est pas normal qu'on soit gentil avec moi sans rien attendre. Ça, c'est encore quelque chose que je travaille. Il y avait de la jalousie avec les autres femmes qui étaient un peu jalouses de toi sans te le dire, mais qui rêvaient d'être de ta place. Oui, bah oui. Alors, on va pas me le dire. On me le disait pas. Mais tu le sens. Moi, je le sentais. Et puis, comme elles étaient jalouses, ça me faisait de la peine, donc j'allais les voir. Je leur disais, ça va, tu vas bien. Je peux faire quelque chose pour toi. Tu sais, tu es toujours pleine de bienveillance. Parce que pas de jugement. Parce qu'il faut être gentil avec tout le monde. Même les gens qui sont méchants. On te met une droite dans l'autre joue. Tu vois. Et oui, il y avait des femmes qui auraient aimé être à ma place, ouais.
Tu voyais Raël coucher avec d'autres personnes? Oui. Alors, des fois, j'attendais mon tour. Pendant 24-48 heures, on couchait pas ensemble, tu vois. Il y avait d'autres anges qui allaient et je sais avec qui il était. Et j'attendais mon tour. Tu sais, quand je te disais que mon quotidien, c'était de l'attente. Bah, c'était ça, l'attente. S'il avait pas envie de me voir pendant une semaine, on se voyait pas. Même si je gérais l'intendance, par exemple. C'était comme il avait Quand envie. tu étais à la maison, tu voyais avec d'autres femmes parfois? Oui, tous les jours. Mais il y a toujours des anges autour de Raël. Il y a tout le temps des anges, il y a tout le temps des femmes. Les jours, quand on était 2-3, c'était le minimum. Donc forcément, on était toujours 2. Il y avait son ex-femme et moi. Et il y avait toujours un ange, un invité, un ange cordon doré, pas forcément plumereuse, tu vois. Mais non, jamais, cordon doré. Qui venait des fois pour 2 heures dans son lit, qui repartait. Parce que Raël lui a envoyé un petit mail en lui disant « Ça me ferait très plaisir de te voir ». Sous-entendu, ça me ferait très plaisir que tu sois dans mon lit. Et t'avais des moments où t'étais jalouse? Parce que tu disais, tiens, tu te sentais un peu privilégiée, puis d'un coup... Alors, j'étais pas jalouse, mais quand il me voyait pas, quand je le voyais pas pendant plusieurs jours d'affilée, et que je voyais d'autres le voir, c'était pas de la jalousie. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? T'avais l'impression d'avoir fauté? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il me punit? Pourquoi? Alors que lui, il s'en fout, en fait. Il me punissait pas. C'est qu'il avait pas envie de moi sur le moment, tu vois. Mais je me remettais en question. Donc, il fallait que je fasse mieux et qu'il fallait que je fasse plus. Est-ce que tu devais coucher qu'avec lui, à ton niveau? Oui. Sur Terre, oui. J'avais le droit de... Tu disais, ou les extraterrestres? Ouais, c'est ça. Donc, si les Elohim seraient venus, bah, eux, ils auraient eu le droit de me faire l'amour parce que j'étais... Mon statut, c'était une élue des Elohim. J'étais une élue. Et parfois, t'avais pas envie de lui? Quasiment souvent, mais j'avais jamais envie de lui. Non, mais est-ce qu'il s'en est rendu compte? Oui, il s'en est rendu compte à plusieurs reprises. Au début, il me mettait en confiance. C'est bien ce que tu fais, tu me fais du bien. C'est beau, t'es dévoué. Tu vois? Et après, au bout d'un moment, il prenait plus la peine. C'était... J'arrivais, on parlait. Il me faisait comprendre rapidement ce qu'il avait envie, il faisait ce qu'il avait à faire, et puis je repartais. On discutait parfois, ou des fois, il me faisait vite comprendre qu'il fallait que je me lève. Pour partir? Ouais. Mais non. Bah, je dormais pas avec Raël. Hein. Ah, t'as jamais dormi avec lui? Non. J'ai jamais dormi avec lui. Non, c'est fou. Tu disais qu'il avait un côté sadique. Tu dis, il avait mis une fourchette dans mon vagin, il jouait avec parce que ça l'excitait, ma souffrance l'excitait. Ouais. Ça, c'est après des années, comment il t'a amené à faire ça? La première fois où j'ai eu un rapport avec lui, ça a été la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait 2 fois, ça. Le premier rapport et le dernier rapport. Le premier rapport, je comprends rapidement qu'il faut que je me laisse faire et que c'est pour tester ma dévotion. Sauf que moi, ça fait 18 ans qu'on me dit que Raël n'aime pas le sang et qu'il est pas bien à la vue du sang, parce que c'est ce qu'il dit à tout le monde. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, il me dit pas qu'il aime pas le sang, il me dit pas qu'il aime le sang. Il me dit que c'est pour tester mon implication, ma dévotion. Voilà, premier rapport. Donc je passe le test, en fait. Et je suis contente. J'ai mal, mais c'est pas grave. J'ai mal. Je t'assure qu'une fourchette dans le vagin, ça fait mal. Mais c'est comme ça, c'est le prophète. Ça t'amène en fait tout ça à accepter. Merci en tout cas d'expliquer. C'est pas facile hein, En plus, ça te remonte tous les souvenirs. C'est une interview qui est plutôt longue. Je te remercie de le faire. C'est, je pense, même utile pour certains d'entre vous qui peuvent peut-être avoir été approchés par différentes sectes ou mouvements, on va dire, religieux, underground, machin. Comment t'arrivais à encaisser tout ça, même physiquement, tu vois? Alors moi, ce qui m'a... C'est cette faculté à me dissocier. C'est-à-dire quoi, concrètement? C'est-à-dire que je suis là avec toi, mais que mon cerveau n'est pas là. Ça s'explique par la science. Hein. Quand on a des gros traumatismes, c'est une manière de se protéger. On appelle ça la dissociation. Donc moi, j'étais là, j'étais son objet. J'avais mal, mais pas... J'avais mal. J'avais plus mal après. Parce qu'après, je me reconnectais à mon corps, en fait. Mais c'était mon moyen à moi de ne pas mourir. C'était mon moyen à moi d'accepter le truc horrible que j'étais en train de vivre. Ouais. La dissociation. Comme si le cerveau se mettait un peu en off. Complètement. Moi, la première fois, le premier rapport où il m'introduit ça,
il commence à me faire mal. Et je me souviens que dans mon cerveau, et c'est compliqué parce que je revis quand je t'en parle, je le revis. Et dans mon cerveau, je me disais, putain, demain, il faut que j'aille à la Fnac, il faut que j'achète un bouquin. Alors que j'ai passé ça entre mes jambes. Voilà comment je vivais les choses. Et chaque moment marquant et chaque chose un peu dure qu'il a fait, ça a été de plus en plus profond, jusqu'à des moments où j'ai occulté certaines choses. Et ça revient chez moi la nuit, comme je dis dans mon livre. Je fais des cauchemars. Je suis quelqu'un qui ne dort pas. Et des fois, je me demande si je l'ai vécu ou si c'est juste un cauchemar. Parce que j'ai tellement été en dissociation que je ne sais plus trop... La réalité, entre guillemets, Même si tout était réel, mais t'as le sentiment tellement que c'était improbable. Et tu sais que des fois, la première fois que je l'ai raconté, j'ai eu le sentiment de mentir. J'ai eu le sentiment de mentir parce que mon cerveau n'était pas là au moment où ça s'est vécu, où je l'ai vécu. C'est très, très particulier. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est une balade en forêt. C'est là où tu vas te dire, non mais là, c'est du délire. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'est vraiment le point de bascule. Et après, on est en 2007, hein, c'est ça, quand tu vas décider de t'échapper. On va parler de comment tu t'es échappé, mais quelle a été la goutte d'eau? La première goutte d'eau, c'est que... Tu parles des chiens? Oui, enfin, il y a eu d'autres gouttes d'eau avant, mais qu'est-ce qui fait déborder le vase, plutôt? C'est qu'on va se promener... Et Raël, il faut savoir qu'il aimait bien que je me masturbe en pensant à des chiens. Donc j'étais à côté de lui, je me touchais, oui, il me touchait. Et il me disait, imagine que des chiens te lèchent, imagine que des chiens te pénètrent, imagine des choses comme ça, ok? Sauf que ça s'arrêtait là, jusqu'à présent. Toi, tu faisais semblant de... Tu faisais quoi? Je dissociais. J'ai appris très jeune à dire ce qu'on a envie d'entendre. Je sais faire ça. Donc je lui disais, oui, c'est bon. Je vais pas entrer dans les détails plus que ça. Et donc oui, on faisait, mais ça s'arrêtait là. Je disais, bon, bah, je me disais des fois, c'est son plan, et après, je m'auto-flagellais en disant, mais meuf, redescends, c'est le prophète, quoi. Jusqu'au jour où on se balade et il y a 2 gros chiens qui appartiennent à des Raéliens, et il en prend un, et il fait faire des choses aux chiens sur moi, dans mes parties intimes, quoi. Et là, c'est... Ouais, là, tu te dis, bon... Là, je me dis, il y a un problème, mais je me dis qu'il y a un problème réellement, mais je me dis encore que c'est moi le problème. Que s'il me fait ça, c'est que il me punit de quelque chose que j'ai dû faire de pas bien. J'arrive pas à en concevoir, en fait, que c'est lui qui est zoophile. Tu vois. Pour moi, c'est moi qui ai mérité ça. Il me punit, je sais pas de quoi, mais il me punit. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Ça, voilà. Et t'oses pas lui dire non, là? C'est vrai que tu es... Je suis incapable. Je suis incapable de dire non. Mais c'est inconcevable, j'y ai même pas pensé. J'ai même pas pensé à dire non, en fait. Fais-le. C'est le prophète. C'est Raël. T'es tout seul avec lui, là? Je suis toute seule avec lui et le chien. Et c'est pas un petit caniche. C'est un gros chien. Tu sais, avec des grands poils. Donc, je suis tellement traumatisée que même en venant dans ton émission, j'étais avec mon attaché de presse et je lui ai pris le bras parce qu'il y avait un chien sur le trottoir. Et que je change de trottoir quand il y a des chiens et que je peux pas. Et que si un chien me touche, c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est mon quotidien, tu vois. C'est là où tu vas partir vite. Ouais, enfin bref, très peu de temps après, il y a 2 réunions dans la même journée, tu vois. Je vais pas la seconde. Et au repas du soir avec les anges, il me fait honte. J'ai honte. Il me dit, tu te prends pour qui pour pas venir aux 2 réunions? C'est toi qui en as besoin plus que les autres. Et il me met en bout de table. Et en fait, en faisant ça, il m'a sauvé ma vie. Merci. Parce que là, je suis tellement mal que je vois les choses d'une autre façon. Je pense que les fils de mon cerveau se sont touchés, tu vois. Je pense que j'ai toujours eu cette intelligence de savoir que c'était pas bien, mais que là, c'était en moi. Là, j'ai vomi, j'en ai vomi de voir ça. Tu vois. Je me suis levée, j'ai vomi. Parce que j'allais pas bien. J'ai vu, en fait, une serveuse qui arrive au restaurant et qui nous regarde d'un air dire, mais pauvre fille, quoi. Ah, tu l'as senti? Mais je l'ai senti, j'avais jamais vu ça. Mais pauvre fille, mais vous êtes complètement tarée à côté de la masse. Mais dans un jugement méchant, tu vois. Et je sais pas, mon cerveau,
Quelque part, elle t'a aidé. Ah, mais je lui dis merci. Je ne la reconnaîtrai pas. Malheureusement, je ne la reconnaîtrai pas parce que ça m'a mis dans un état tellement de mal-être. Mais je lui dis merci. Et là, je regarde cette serveuse, je le regarde lui. Lui, il comprend tout de suite. Lui, il a compris tout de suite qu'il y avait un truc qui se passait en moi. Ça va, Lydia Amour? Oui, oui, ça va, je suis juste un peu fatiguée. Et là, je vois une ange que j'appréciais beaucoup, le regarder. Et j'ai pris une claque, Guillaume. Et je me suis dit, mais si moi, je le regarde comme ça, c'est pas normal, en fait. Et je les ai toutes regardées. Et là, des sueurs, envie de vomir. J'ai tremblé. T'as pris conscience, quoi. Ouais, là, j'ai la réalité en pleine face. Je me suis levée, j'ai été aux toilettes, j'ai vomi. En revenant, et puis tout dans la bienveillance, Lydia Amour, est-ce que tu vas bien? Tu veux? Bah oui, tout va bien, tout va bien. Et là, il me regarde, il me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Je vais t'offrir ton dessert. Ton dessert préféré, parce qu'il connaissait mon dessert préféré. Raël, c'est quelqu'un qui n'offre rien. Oui, mais il m'avait jamais rien offert, tu vois. Et là, quand il me dit, je vais t'offrir ton dessert, je sais qu'il a compris. Il a compris que j'allais partir. Parce que moi, je savais que j'allais partir. Je savais pas comment, je me l'étais pas dit, mais je savais que c'était la dernière fois. Il m'a dit, viens, je vais t'offrir ton dessert. Et là, le dessert part, et puis on passe notre dernière nuit. Je passe ma dernière nuit avec lui. Ah, tu retournes quand même. Pourquoi tu pars pas en courant du restaurant? Je vais où? J'ai pas d'argent. Je suis seule. C'était inconcevable d'abandonner ça. À la police ou... Oui. J'y ai même pas pensé. Guillaume, j'y ai pas pensé. Si je n'y ai pas pensé. Donc du coup, on rentre, je monte dans la voiture avec lui, on rentre. Il vient dans mon petit appartement. Et là, c'est le calvaire. Mais je le lâche pas des yeux. Je lui ai dit, vas-y, enfonce ce que t'as enfoncé à l'intérieur, fais-moi saigner. Je lui ai pas dit, mais il l'a senti. Vas-y, c'est la dernière fois que tu le feras, mon gars. C'est la dernière fois que tu me touches. C'est la dernière fois. Tu trouves qu'il le savait? Ouais. En partant, il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais que tu m'oublieras jamais. Je peux t'assurer que lui, il pense pas à moi. Et comment t'as fait pour partir? Comment tu t'es enfui? Le lendemain, j'ai appelé une connaissance que j'avais rencontrée sur Lyon, et je lui ai demandé de venir me chercher. Et c'était quelqu'un qui était non raélien, qui est devenu par la suite le père de mes enfants. Et il est venu me chercher. Tu t'avais rencontré en boîte de nuit. Et t'allais en boîte quand même? Ouais, tu sais, quand tu sais, t'as des fois des week-ends, t'as vraiment des fois moi j'avais des fois des temps mort, une vie lambda, quoi. Ouais. J'allais en boîte avec une copine, je l'ai rencontrée ce soir-là, et il s'est avéré que sa grand-mère, c'était la voisine de mes parents, pour te dire le truc de fou. Et il est venu me chercher, et je me suis raccrochée à lui, et je l'ai aimé, je pense, je lui ai fait vivre l'enfer à cet homme-là. Ça, c'est dur, parce que il a rien demandé, le pauvre. Ça, c'est vraiment un truc. Tu l'as fait vivre l'enfer parce que t'étais pas bien dans ta peau, tu veux dire? Ouais. Dans ta tête? Ouais, Tu sortais d'un traumatisme de 20 ans de... Ouais, mais quand tu expliques pas, je vais pas parler, moi. Je vais cacher ça des années. Ah, c'est vrai? Je pense que là, je lui ai offert mon livre, il a découvert des choses. J'avais pas parlé. Tu peux pas dire aux gens qu'un chien t'a fait ça, qu'on t'a fait ça, et que t'as pas dit non. Tu comprends? Et quand tu l'appelles, tu lui dis, tu la rencontres, c'est un mec que tu connais pas. Non, je le connais. Boîte, quoi. Ouais, je le connais vite fait, tu vois. Et tu lui dis quoi? Viens me sauver la vie? Je lui dis, ouais, s'il te plaît. Je lui dis, s'il te plaît. Il est un peu au courant du mouvement, mais vite fait, sans trop savoir, tu vois. Je lui dis, s'il te plaît, viens me chercher. J'en peux plus, viens me chercher. Ok, j'arrive. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très généreux dans la vie. C'est un homme bien, avec son caractère et ses défauts, comme toi, comme tout le monde, hein, qu'on se mette bien d'accord. Non, mais c'est vrai, j'encense personne. Ma vie m'a fait comprendre qu'il ne faut encenser personne. Voilà. Et ouais, c'est quelqu'un de bien. Et je pense que, tu vois, j'ai des choses qui m'ont fait souffrir dans ma vie. Et le mal que je lui ai fait, c'est l'une des choses qui me fait le plus souffrir. Ah oui? Ouais. Parce que lui, il a rien demandé. Il a rien demandé. C'est avec lui que tu vas avoir des enfants? Oui. Juste après, d'ailleurs, ça va se passer assez rapidement? Oui. Il vient me chercher en octobre, je crois. Et puis, en début janvier, on se dit, j'arrête la pilule en pensant qu'on allait avoir 6 mois. 15 jours après, bim bam boum, je tombe enceinte de mon fils. Oh. Qui est arrivé en octobre 2008. Ouais. Voilà. Mon fils est... Au bout de 15 jours? Ouais, hyper féconde. Hein. De toute façon, je fais tout en gros dans ma vie. Je crois qu'il n'y a pas de temps mort dans ma vie, en fait. Tu vois, il n'y a pas le temps d'avoir des temps morts.
Et mon fils naît et je me raccroche à mon fils. J'étouffe mon fils. J'étouffe mon fils. Mon fils ne dort pas parce que je suis tellement mal qu'il ressent tout, c'est une éponge. Quelque temps après, j'ai ma fille. J'oublie un peu mon fils. Je me raccroche à ma fille. Et puis c'est une fille. Et là, ça a été compliqué. Parce que comment je vais pouvoir faire pour pas qu'elle vive ce que j'ai vécu? Ah oui. Comment je peux faire? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis médiatisée, c'est très compliqué pour mes enfants. Ils m'en veulent énormément. De raconter? Ouais, ils ont honte, ce que je peux comprendre. Les copains qui y vont, qui disent « Ouais, ta maman, on l'a vu à la télé », ils ont honte. Ils m'en veulent beaucoup, tu vois. Et même leur papa, il comprend pas, il dit qu'aujourd'hui, je suis une égoïste et je sais que c'est pas méchant de sa part, parce que ça dépasse. Tu vois, ça les dépasse. Mais aujourd'hui, je me culpabilise de faire souffrir ma fille. Mais en même temps, si je fais pas ce que je fais, il y a des enfants comme ma fille qui peuvent vivre ce que j'ai vécu. Tu comprends? Et ça, il faut pas que j'ai vécu tout ça pour rien. Il faut que ça ait un sens. Il faut que je trouve un sens à tout ça. Parce que sinon, je meurs, en fait. Sinon, tu peux pas vivre avec ça. C'est parti de ta thérapie aussi? Ouais, vraiment, déjà, c'est sorti de moi. Déjà. Et s'il ne serait... Le livre, tu veux dire? Ouais, tu vois, mais c'est déjà ça. Et puis, s'il ne serait-ce qu'une seule personne, elle lit ou elle me voit et elle se dit « Ouais, en fait, je vais faire attention parce que peut-être... J'ai gagné. » T'as sauvé une personne. J'ai sauvé une personne, j'aurais pas vécu toute cette merde pour rien, tu vois. Faut que ça ait un sens. Si tu transformes pas les choses en positif, ça te bouffe. Tu n'es plus avec le papa, du coup. Tu as fait comprendre en disant je lui ai fait subir des... Parce que du coup, t'as réussi à... Tu as vu des psychologues. Comment est-ce que tu as essayé de remonter la pente psychologiquement? Alors, je me suis fait interner à 3 reprises de moi-même parce que l'intendance, le quotidien, et puis j'étais devenue anorexique. Donc je faisais 35 kilos, j'étais un cadavre. Hein. Faut croire, moi, je suis quelqu'un qui fait souffrir mon corps. Aujourd'hui, je suis comme ça. Dans 10 jours, je peux perdre 10 kilos. Je fais souffrir mon corps constamment. Et je me suis rendu compte que les établissements psychiatriques, c'était pas fait pour moi. Et un jour, j'ai pris conscience que c'est moi qui décide. C'est moi qui ai le pouvoir. Dans ma vie, je me donne le pouvoir de transformer ça, justement. Et que j'ai pas besoin de prouver. Et je pense que quand on se détache de ça, quand on n'a plus besoin d'entendre « Oui, je te crois ». Tu me crois, tant mieux. Tu me crois pas, tant mieux. Tu m'enlèveras pas ce que j'ai vécu. Et ça, je suis armée pour ça. Et c'est là où je me suis dit « T'es pas con, t'es pas trop con quand même. T'as été conne dans ta vie, mais t'es pas trop con, donc vas-y. » T'as fait des erreurs, comme tout le monde. Ouais, voilà, tu vois. Et vas-y, serre-toi-en, alerte. Et puis, essaye de trouver une raison de vivre, une légitimité à ta vie, une raison d'exister. Comment on se réinsère dans la société quand on n'a pas travaillé, on est au service de quelqu'un, dévoué à 100%? Comment est-ce qu'on se réinsère, même professionnellement parlant? Au début, j'ai pas travaillé, c'est mon ex qui assumait tout. Et après, j'ai commencé à être... Avant, j'avais été militaire pendant un petit moment. Après, j'ai quitté l'armée, bref. Ensuite, j'ai vécu tout ça avec Raël. Mon ex a subvenu aux besoins. Après, je suis devenue assistante maternelle. Ça me permettait d'avoir un œil sur mes enfants. Après, j'ai travaillé dans un petit restaurant et hop, petit à petit. Et puis maintenant, je travaille et j'ai un emploi. Mais je suis tout le temps, par exemple, à mon travail actuel, je suis en train d'aller voir mes collègues. Je vais perdre mon travail. Je fais de la merde. Vous allez me virer, je suis nulle. Je me donne pas le droit à l'erreur, en fait. Je me sens illégitime. Je me sens légitime de rien. Et pourtant, je travaille bien. Et pourtant, je t'assure, je suis directrice de restaurant. Être au service des gens, je sais très bien faire. Servir les gens, je sais très bien faire. Et c'est ça qui est compliqué, parce que est-ce que c'est Lydia? Est-ce que Lydia, elle sait faire? Elle aime ça, finalement. Ou j'aime ça parce qu'on m'a appris ça toute ma vie. Donc des fois, je me dis, je vais peut-être changer de taf, tu vois, faire un autre truc, mais je sais même pas ce que j'aime. Je sais pas ce que j'aime. J'en ai pas. Si, je crois que non, j'ai même pas de passion. J'aime chanter sous la douche. Des fois, je me fais des pièces de théâtre dans ma salle de bain parce que j'aimerais faire du théâtre, tu vois. Mais j'ai pas de passion, je sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas ce que j'aime. Je tâte, je découvre. T'as réussi à refaire confiance aux hommes? Non. C'est pas aux hommes que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi. Donc forcément, comme j'ai confiance en rien, quand je suis avec un homme,
j'arrive pas à savoir. Je me prends trop la tête en me disant est-ce que je me comporte bien, ça revient. Est-ce que Pose trop de questions. ouais, je me comporte bien, je me comporte pas bien. Est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Et ça saoule, quoi, tu vois. Moi, si je suis quelqu'un, faut me rassurer tout le temps. Ouais. Mais c'est épuisant pour quelqu'un. Moi, aujourd'hui, j'arrive. Si un jour je trouve quelqu'un qui est, je pense que je trouverai jamais quelqu'un qui va être prêt tout le temps à me dire non, t'inquiète, tout va bien, chérie. La jalousie, c'est pas bien chez les Raéliens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore plus jalouse qu'avant? Finalement, est-ce que ça a fait l'inverse ou... Non. Je suis pas jalouse. Je suis réellement heureuse pour les gens que j'aime quand ils sont heureux. Ça, je suis quelqu'un vraiment, je pense, de gentil. Je pense que je suis vraiment... tu vois, je fais une belle rencontre, je vais te dire « Ah putain, j'ai passé un super moment », tu vois. Là, on passe un bon moment, en partant, je vais te dire « Merci, j'ai passé un super moment ». Par contre, ça me plairait pas, tu le verrais. Je suis en recherche de vérité constante. Je peux plus tricher. Je ne veux plus tricher. On m'a fait la réflexion dernièrement que j'étais trop entière. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire par rapport à la vie que j'ai eue, tu vois. Donc, je suis en recherche de vérité constante et je me souviens plus de ta question. S'il n'y avait pas de question, une discussion. Je sais plus où on en était. Si t'arrives à être heureuse aujourd'hui? Non, des jours, oui. Il y a des jours. Il y a des fragments de moments. Des fragments de moments où des trucs tout cons. On est dans le taxi pour venir ici, je vois la Tour Eiffel. Une enfant. Je suis une enfant. Parce que j'avais pas vu la Tour Eiffel, moi, dans ma vie. Et là, tu l'avais jamais vu? Non. Et là, ouais, j'avais jamais eu de si près. Et là, je prends mon téléphone. Et la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Là, quand je suis moi-même, quand je me délecte d'un coucher de soleil, d'une musique, d'un sourire, là, je suis heureuse. Quand mon cerveau se met en off. Mais il se met jamais en off. Est-ce que tu as déjà eu envie de recontacter Raël? Oui. Au début, c'était un combat. C'était un combat de ne pas le recontacter, de ne pas m'excuser, de pas... C'était un combat, ça a été un combat. Pas t'excuser? De ne pas m'excuser de les avoir trahis. Ça a été un combat, ça. Maintenant, j'ai juste envie de le recontacter pour lui dire que... il aura... Même si je me souviendrai de toute sa vie, toute ma vie, je vais me souvenir de lui. Il sera toujours ancré en moi. C'est moi qui décide maintenant. Maintenant, c'est moi qui décide. Pour terminer, tu crois qu'il a fait tout ça pourquoi? Créer cette... Parce que je pense qu'il avait besoin d'un regard sur lui. Et puis, Raël, c'est quelqu'un qui aime qu'on le regarde, qui aime être remarqué, qui aime être entouré. Et puis après, en premier lieu, pour qu'on le regarde. Pour qu'on le regarde. Et après, pour l'argent. Tu penses qu'il y a déjà eu des morts dans cette secte? Est-ce que tu penses qu'il y a déjà eu des trucs qui ne sont pas encore sortis? Alors, quand moi j'étais dans Eden, je me souviens, il y avait un enfant d'un guide qui était tombé dans la piscine et qui était décédé dans la piscine. C'était un accident de la vie. Donc on avait dispersé ses cendres à Eden. J'ai pas eu vent de suicide chez les Raéliens, parce qu'en plus, si tu te suicides, t'as pas le droit à la vie éternelle. Il n'y a pas de gens qui ont disparu, je veux dire, de manière un peu... Je pense que si. Il y a des fois où je me dis, oh tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais je me le disais à moi-même. Mais je pense qu'il y a un côté obscur que je n'ai pas connu. Moi, j'ai connu mon côté obscur à moi, mais les rouages de leur côté obscur dans le mécanisme du mouvement, je l'ai pas connu, ça. Et aujourd'hui, il a 78 ans. Il vit au Japon, une vie paisible. On le voit dans le documentaire. Il marche au bord de la mer, etc. Tu l'as vu, le documentaire, tu me disais? Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il vit en liberté, comme ça, et qu'il n'a jamais été condamné pour tout ça? Je trouve ça injuste. Je trouve ça pas juste, en fait. Et c'est là où, des fois, quand je suis dans le mal, je me dis, mais en fait, il est tellement protégé, quoi. Il vit sa best life. C'est que forcément, il y a un truc, il est protégé, le gars. Ça dure pas longtemps, mais c'est des paroles, c'est des pensées que j'ai encore. Mais je trouve ça inhumain. Je trouve ça pas humain, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'État, pourquoi les gens qui ont un minimum de pouvoir agissaient, quoi. Après, je sais que chez les Raéliens, il y a beaucoup d'artistes qui sont Raéliens. Moi, j'en ai vu. Ah bon? Oui, j'ai vu des chanteurs. Des connus, tu veux dire? Ouais. Ah bon? Oui, bien sûr. Je les ai vus, j'ai même mangé la table d'eux, tu vois. Et puis je sais qu'il y avait des Raéliens dans la politique, mais ça, on les voyait pas.
sait pas qui c'est. Mais moi, je sais je le sais. Ça, c'est une certitude. Il y avait des politiciens? Oui. Mais non. Mais si. Mais tu sais, quand tu vois qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des avocats, qu'il y a des chirurgiens, ça touche tout le monde. Et les artistes, on l'a jamais su qu'ils étaient raéliens? Non. Moi, j'en pense à 2 en particulier. À chaque fois qu'ils venaient à table, ils avaient des perruques et des lunettes. Mais non. Mais si. Pour se cacher, parce que les photos, pour être filmées. Mais des connus? Oui. Des connus. Des connus. Il y en a un dernièrement, je l'ai vu sur une chaîne à la télé. Voilà. Chanteurs, sans dire qui oui, c'est, hein, chanteur. Pas, mais chanteur. Donc on va dire des artistes nationaux. Oui. Incroyable. Et il est toujours raélien, par exemple, ce chanteur, sans dire qui c'est? Oui, alors, aux dernières nouvelles, pour moi, oui. Et il mettait pas le pendentif? Oh non. Ça pourrait gâcher sa carrière. Je sais pas si tu te souviens, une fois, il y a une dame qui a représenté la France à l'Eurovision, qui est une ex-raélienne. Ah, je sais plus. Et il y avait eu plein de journaux qui ont dit « elle est raélienne, nanana ». Et elle disait « ah mais non, je suis plus raélienne, nanana, c'était une lubie de l'époque ». C'était pas une lubie de l'époque. Moi, je la voyais. Je disais « ok, représente la France à l'Eurovision ». Et Raël était super content. C'est une pub? Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour finir? La sérénité. Un peu de sérénité et de trouver un sens réel et concret à mon existence. Tu crois que tes enfants comprendront un jour pourquoi tu as voulu parler? J'espère. J'espère vraiment. Ça, j'espère vraiment. Ils comprendront que ça a peut-être sauvé des gens? Si ça pouvait le faire, j'espère qu'ils vont me pardonner. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Merci d'avoir. C'est pas facile hein, de ce que tu as fait là et tu as été forte jusqu'à la fin. Donc, merci. Bravo à toi. Merci. J'étais son esclave, c'est chez City. Voilà le livre, si vous l'allez chercher. Lydia Adjara. Donc j'étais son esclave avec la photo de Lydia en couverture. Si vous le cherchez, si vous nous écoutez en podcast audio, voilà, je vous le mets. Je vous le disais tout à l'heure dans la description. Vous avez qu'à cliquer sur le lien sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. D'ailleurs, on vous met 3 interviews toutes les semaines, mercredi, vendredi et dimanche. Et on vous met aussi dans la description sur YouTube. Continuez de vous abonner. Vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne. Donc, merci beaucoup à vous tous d'arriver de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé et filmé cette émission. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et merci encore, Lydia, d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous. À bientôt, tout le monde.